90 000 heures, c'est le temps qu'on passe à bosser dans une vie. Et pourtant, combien encaisse encore des réunions absurdes, un taf qui les vide ou un manager toxique? Et tout ça au nom d'un seul mensonge, bien emballé d'ailleurs, la stabilité. Aujourd'hui, on va parler de travail, mais en mode aligné et passionné. Celui où tu ne te lèves pas pour cocher des cases ou faire plaisir à ton boss d'ailleurs, mais pour construire un projet qui te ressemble et te nourrit. Et pour ça, j'ai invité Sylvain Lazzaro, créateur du podcast Et si tu osais, une voix rare qui milite pour une chose essentielle, ne pas cramer ta vie à courir après une réussite sociale qui ne te ressemble pas. Coucou Sylvain, bienvenue sur la chaîne Ladies Branding dans l'épisode Brand Makers. Tu dis qu'on passe 90 000 heures de notre vie à travailler, donc on voit que tu as vraiment envie de parler du bien-être au travail. Qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de mener ce combat-là? Il y a une raison derrière ou... Oui, alors je pense alors déjà bonjour Aline, et Oui, merci de me recevoir. avec Euh, plaisir. a- alors oui, effectivement, si je me suis lancé là-dedans, c'est qu'il y avait un fond derrière tout ça. Et ouais, on passe, alors c'est les estimations, 90 000 heures de notre vie au travail. C'est énorme. Et à côté de ça, on a qu'une seule vie Mhm. finalement. Donc je me dis, on n'a pas de temps à perdre dans un job qui nous éteint. Donc, quand je vois beaucoup de personnes qui, au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans dans la même boîte, deviennent aigris ou subissent leur quotidien, ben, ça me fait du mal, en fait, pour eux. Et je me dis, mais qu'est-ce qui fait que tu es encore là? Alors, si tu ne prends pas de plaisir dans ce que tu fais au quotidien, dans ton travail, si tu n'es pas heureux au travail, je le ramène souvent à la maison. Et, Ah euh, oui. et donc, moi, je suis pas un donneur de leçons, hein, je suis pas là pour donner la leçon à qui que ce soit. Je suis plutôt dans un esprit d'éveilleur de conscience. Parce que peut-être qu'avant, j'ai eu trop travaillé et qu'entre-temps, j'ai changé d'état d'esprit. Et donc, j'avais envie de faire passer le mot à ceux qui ben, ne prennent pas de plaisir au travail, alors faisant prendre conscience que voilà, tu n'as qu'une vie. Donc, le temps que tu y passes, c'est le temps de ta vie, en fait. Donc, voilà, optimisez-le peut-être ou fais quelque chose pour lequel bah, tu te sens bien et dans lequel tu prends du plaisir, un minimum au moins. Tout à fait. Mais qu'est-ce qui t'a fait, qu'est-ce qui t'a donné ce déclic? Est-ce que tu as une expérience toi-même de vie qui fait que tu t'es dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais dans ce job? Il faut que je change. Alors, je vais te donner deux éléments de réponse. Le vrai déclic, ce qui a fait que j'ai lancé cette chaîne, enfin, ce podcast. euh, donc, comme je te le disais, toutes les personnes qui étaient dans mon bureau et que je voyais s'éteindre, j'essayais de leur donner des conseils en disant, mais tu n'es plus la même personne, tu prends pas de plaisir, tu peux pas rester comme ça, en fait. Mhm. Il faut que tu changes. Euh, et je suis quelqu'un qui aime bien avoir de l'impact. Et donc là, le seul impact que j'avais, c'était la personne qui pouvait se trouver face à moi dans un Mhm. bureau. Donc souvent, dans des précédentes expériences, les personnes qui étaient en face de moi qui étaient plus épanouies, ben après, elles ont changé de boulot. Donc je voyais que j'avais quand même cet impact-là. Et moi, je suis amateur de podcasts, j'en écoute beaucoup. Euh, Mhm. des podcasts des entrepreneurs, tu vas avoir des sportifs de haut niveau. C'est hyper inspirant, mais en même temps, c'est très dur de reproduire ce que eux ont fait. Et puis, on n'a pas tous envie d'être engagé à 2000% dans un job, dans une entreprise. On ne veut pas tous gagner des millions d'euros. Euh, et un jour, je faisais du yoga, tu vois, donc j'étais en mode de détente. Et j'ai eu le flash en me disant, mais pourquoi tu ne ferais pas un podcast où, pour avoir de l'impact, tu vas inviter des personnes qui, elles, ont osé faire le switch. Comme ça sera des personnes, entre guillemets, normales, qui vont Mhm. donner leur retour d'expérience. Et ça, quand tu l'écoutes, tu te dis, ben, si lui, il l'a fait, le faire. Donc voilà, je me suis mis en quête de faire venir sur le podcast des personnes ben, comme toi et moi qui avaient tout simplement osé un jour ben, changer de métier ou qui en avaient marre de subir leur quotidien et qui avaient envie d'être épanouis. Donc voilà, je leur demande leur recette à eux et c'est vraiment du retour d'expérience. Et donc ça, c'était mon premier élément de réponse. Ok. Et, et le second, je serai plus bref. Ouais, c'est souvent lié en fait à ton expérience à toi. Et moi, j'ai commencé ma carrière professionnelle en lançant une entreprise. Et j'ai beaucoup trop travaillé. Pendant 5 ans, je n'ai fait que ça. Donc, je me suis dédié à cette entreprise. Sauf qu'en fait, ben voilà, tu donnes tout. Mais en même temps, comme je le disais, tu n'as qu'une vie. Et donc, tu te mets la pression, tu dors moins bien. Et en fait, te rends compte que ta santé, tu n'en as qu'une, en fait. Et Oui. si un jour, tu as l'impression que c'est un fait établi, que ta santé, c'est un acquis, mais non, c'est pas Non, le non. cas. Et donc, en fait, on est à l'abri de rien. Tu peux avoir un burn-out, tu peux avoir un problème de santé, tu peux avoir
des décès, tu vas avoir plein de choses comme ça, tu peux avoir un Covid qui arrive, tu peux avoir l'IA qui arrive. En fait, euh, tu crois que tu maîtrises beaucoup de choses, mais finalement, tu ne maîtrises pas grand-chose. Et si tu n'as pas kiffé dans ta vie, ben en fait, demain, il t'arrive un truc, ben, tu auras pas mal de regrets. Donc, je voulais éviter ça aussi. Voilà. Et t'en as déjà eu des regrets? Il y a des moments où tu t'es retourné, tu t'es dit, ah zut, Non, jamais. non? Jamais parce que, en fait, j'assume mes choix et je pense qu'il faut passer par des erreurs. Mais des fois, tu fais des choix qui sont pas nécessairement les bons, mais en même temps, ils te construisent. En fait, ils font ce que tu Mhm. seras demain. Et moi, je suis pas quelqu'un qui regarde dans le passé. Je me dis jamais, et si j'avais fait ci, et si j'avais fait ça? Non, ça m'intéresse pas. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le présent et l'avenir. Et donc, ce que j'ai vécu, ce qui m'a construit, c'est grâce à ça. Tu vois, quand je te dis que j'ai beaucoup trop travaillé, euh, ben ça a été transformateur pour moi. Donc, Mhm. c'est ce qui m'a permis d'en être là aujourd'hui. Et donc, en fait, tu vois, au départ, je me disais, il faut que je réussisse dans la vie. Quand tu commences, souvent, tu dis, il faut que je réussisse dans la vie. Réussir dans la vie, ça veut dire que tu vas avoir, t'es ambitieux, tu vas avoir un super métier, machin. Et puis après, j'ai switché. Non, je veux plus réussir dans la vie, je veux juste réussir ma vie. C'est un petit peu différent. Non, Mhm. maintenant, je veux avant tout réussir ma vie à moi, selon ma philosophie à moi, et j'espère que chacun, ben voilà, va réussir la sienne, mais ça passe pas forcément que par le travail, tu vois, enfin, à mon sens. Ok, mais du coup, ça m'emmène à une des dernières questions que je voulais te poser, Ouais. parce que tu parlais de réussir sa vie, et puis de réussir dans sa vie. Quand on est à son compte, bah, il y a la pression de réussir qui peut être très écrasante, justement. Et tu parlais dans une de tes interviews bah, que tu avais monté un projet avec un ami et que après vous avez revendu cette boîte. Et après ce retour, lui, il voyait ça comme un échec. Toi, pas. D'ailleurs, tu viens d'expliquer pourquoi. Du coup, ma question, c'est est-ce que tu penses qu'on peut se planter avec panache? Et surtout, comment on fait pour se relever de ce genre d'expérience sans remettre toute sa vie et sa légitimité en question? J'arrive plus à parler, c'est vendredi. Ouais. Euh, ouais, alors il y a pas, il y a beaucoup de questions. Premièrement, déjà la notion de freelance. Freelancing, moi je pense que c'est pas pour tout le monde. Mhm, C'est hyper exigeant. Ça demande un engagement qui est total. En ce moment, le freelancing, il explose. De nombreuses personnes le voient comme le rêve absolu. Je vais être freelance, je vais être indépendant, je vais être mhm. libre. Attention, parce qu'en fait, tout ne dépend que de toi. Donc si tu ne fais rien, il ne se passe rien. Personne t'attend. Ouais, Et ouais, ouais. demain, tu repars tous les jours de zéro. Donc c'est quand même hyper exigeant. Et du coup, pour en revenir sur mon anecdote, parce que je pense qu'elle est très parlante, en fait, c'est toujours la notion que tu vas avoir de l'échec ou de la réussite. C'est quoi que tu mets Mhm, derrière le mot réussite et qu'est-ce que tu mets derrière le mot échec? mhm, Donc nous, ouais, en 2011, on a lancé une société. C'était la première société de voitures de tourisme avec chauffeur en France. Ben, maintenant, c'est connu avec Uber à travers le monde. Ça a été une révolution. Mais nous, on l'a lancé 2 ans avant Uber. Dès que j'ai vu la loi passer, eh bien, on s'est lancé. Et donc, on avait des ambitions et en fait, on ne les a pas atteints. On ne les a pas atteints sur un plan financier. Donc, mon associé avec qui on s'était lancé, enfin, un de mes associés, lui, au bout de 3 ans, il a arrêté et lui, il a vécu longtemps ça comme un échec en se disant, mais tu vois, on n'a pas amené la boîte là où on voulait l'amener. mhm, Parce que lui, sa notion de réussite, c'était lié au plan financier. Et donc, son échec, il était financier. Il n'a pas réussi à gagner autant d'argent que ce qu'il aurait espéré. mhm, Et moi, ce projet-là, en fait, je bâtis toute ma carrière professionnelle sur ça. Pour moi, c'est un putain de succès. Parce que oui, alors financièrement, si je le vois sous ce prisme-là, je n'ai pas atteint le niveau que j'aurais dû, parce qu'on se payait au lance-pierre, on se payait pendant 5 ans. Au début, je me suis payé 700 euros, puis 1000 euros, puis 1500 euros par mois, et je passais, je te vous l'ai dit, à 5, 5 ans de ma vie, j'ai fait que ça. Hein. Donc, C'est chaud. au taux horaire, il était vraiment pas bon. Par contre, il a été transformateur sur le plan humain. Mhm, Parce que déjà, ça veut dire que j'ai lancé un projet entrepreneurial qui a, comme on dit dans les startups, disrupté le marché mhm, 2 ans avant Uber. Donc, j'avais quand même un côté assez visionnaire sur le sujet. Et surtout, ça a transformé ma vision la vie et au niveau professionnel, mais aussi personnel. Ma confiance en moi, elle a décuplé. Mes compétences, elles ont été démultipliées. Et en fait, maintenant, je sais qu'il ne peut rien m'arriver professionnellement. Après ce que j'ai vécu là, euh, ma courbe, elle a fait comme ça. Elle a explosé au niveau professionnel parce que je sais que je peux tout faire. En fait, j'ai plus une vision de salarié, entre guillemets, lambda. J'ai la vision d'un entrepreneur. mhm. Euh, Faire beaucoup de choses, ce qui me permet de faire pas mal de projets en parallèle. Donc, tu vois, c'est ça la notion, en fait, de succès et d'échec. Elle est individuelle. On n'a pas tous la même. Et pour répondre à ta question sur est-ce qu'on peut échouer avec panache, Oui. j'allais te dire, quand tu échoues, tu le fais forcément avec panache parce que quand tu échoues, ça veut dire que tu as osé.
et des gens qui ont osé, mais il n'y en a pas tant que ça. Donc en fait, alors je sais pas, on peut le quantifier, il n'y a pas de stats, mais il y a peut-être 5% des gens qui osent vraiment faire quelque chose. Donc si tu l'as fait déjà, sauter dans l'inconnu. Après, il ne faut pas faire n'importe quoi et oser à tout prix et tout jouer, tu vois. Mais tu as déjà un peu de panache quand même si tu as osé faire quelque chose. Bon, après, ce que je voulais dire, c'est ne pas se planter avec panache, c'est pas finir avec de la Ben Jerry's devant la télé en train de morfondre plutôt. Mais ta réponse est intéressante. Mais enfin voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais ta façon de rebondir, je trouve, pas quand tu parles de ton exemple. Moi, c'est pas forcément la vision que j'aurais eue non plus. Et donc, entendre ça de ta part, moi, ça m'inspire, par exemple, tu vois. Je me dis, ben, ça me donne envie de voir mes échecs autrement. Enfin, mes expériences plutôt autrement. Mais comme on dit, je sais plus, il y a une phrase célèbre qui dit soit je gagne, soit j'apprends. Mais en Oui. fait, c'est comment tu vis tes échecs. Mhm. Est-ce que un échec, ça reste juste un échec en fait, c'est pas grave. Non. Tu dois t'en servir. Qu'est-ce que tu fais de l'échec? Donc, soit tu subis et tu ne l'acceptes pas et ouais, tu restes dans ton canapé à manger de la glace et tu te morfonds sur ça parce que tu revois le passé de ce que tu n'as pas fait. Mhm. Ou est-ce qu'en fait, tu t'en sers en disant, OK, mais il y a quand même plein de choses qui sont positives dans ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai appris? Et quelles sont les erreurs que je ne dois pas reproduire? Mhm. Donc, ça te fait avancer. Et en fait, c'est ce qui te rend plus fort. Moi, par exemple, j'ai poussé mon corps dans ses limites. J'aurais jamais dû faire ça parce que je travaille trop. En Mhm. fait, maintenant, je peux te dire que je l'ai retenu la leçon. Je ne vais plus trop travailler. Mhm. J'accepte un job maintenant, c'est je ne veux plus de pression. Je veux plus de pression. Je sais me déconnecter. Rien à faire, en fait. Tu vois, ma santé, elle passe avant le job. Donc, j'ai une vision plus. J'ai accepté. Moi, j'ai pas de problème avec l'échec, en fait. Ça me dérange pas. J'ai le droit d'échouer, quoi. Après, il y a peut-être des gens qui ont un temps de process, de digestion de cet échec, tu vois, un peu plus long, qui ont besoin de passer par ce deuil, cette façon de se morfondre avant d'aller voir ce que toi, tu vas plus vite chercher, en fait, qu'est-ce que ça m'a fait gagner, qu'est-ce que ça m'a appris. Enfin, je ne sais pas. Ça C'est- dépend peut-être des personnalités aussi. ouais, je pense que c'est une trait de caractère. Je pense que oui, Ouais. effectivement, c'est ta personnalité. Et ouais, après, chacun prend le temps qu'il faut pour digérer Mm. son échec, mais je pense qu'il ne faut pas s'apitoyer sur son sort. C'est ça. Et je pense qu'il faut aller de l'avant parce qu'en fait, encore une fois, tu perds du temps, hein. Si tu te Oui, morfonds trop dans longtemps, l'échec, oui. tu as le droit. Attends, est-ce que tu as le droit d'être déçu? Mais oui, mais bien sûr que tu as Oui. le droit d'être déçu. Mhm. Mais qu'est-ce que tu en fais d'où tout ça, Mhm. tu vois? Et, et même les meilleurs, ils réussissent pas tout le temps. Et d'ailleurs, Non. la plupart, ils se plantent. Et Michael Jordan, il n'a pas réussi tous ses paniers, il n'a pas gagné tous les titres, en fait. Bah, Et c'est et- Elon c'est ce Musk, qui il a rate construit. encore, hein. Mais tout le monde rate, hein. Oui. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu rates et comment tu le vois? Tu vois, l'autre fois, je faisais mon sport, je cogitais, je repensais à ce que tu avais dit dans ta vidéo YouTube, hein, enfin, qui vient de ton podcast. Et je me dis, mais qu'est-ce que j'en ai pas raté des trucs? Et je me dis, bah, en fait, c'est la somme de toutes ces ratures qui font que je suis là, en fait. Je me Ouais. dis, bah, c'est cool finalement, tu vois. Ouais, mais ça te fait vivre en fait et ça te rend plus fort. Je pense que tu Oui, apprends plus, t'oses. Plus, enfin, quand tu as osé une fois, après tu ouais. oseras plus facilement les autres fois. La plus dure, c'est la première finalement. Et après, tu n'as plus le même état d'esprit. Et je vais pas te dire Non. que cet état d'esprit, je l'avais quand j'étais Ah, entrepreneuriat, je pense, qui m'a fait évoluer, qui m'a révélé un petit peu à moi-même. Et après, ben, je te dis, je n'ai plus vu la vie de la même manière. Et, mhm. euh, et je raconte aussi une anecdote. Une fois, je me suis fait licencier pendant le Covid en ligne, en visio, comme ça. Mon Dieu, Ouais, l'horreur. ouais, c'était fou. Bon, voilà, c'était le Covid. Je bossais pour une entreprise, une plateforme internationale dont le siège était aux États-Unis. Et en fait, ils ont annoncé, donc il y avait 1500 personnes en visio, que ben, à la fin de la visio, qui a duré 20 minutes, hein, que 20% des effectifs de la boîte seraient licenciés. Mais en fait, il se trouve que toute l'équipe, moi je suis basé en France, que toute l'équipe française a été licenciée. Et j'ai reçu mon téléphone à vibrer. Ben ouais, c'était en fait, on était licenciés du jour au lendemain. Tu vois, là, pour le coup, j'y suis pour rien. Mais qu'est-ce que tu fais de ça, en fait? Ben, moi, tu vois, j'ai eu le temps. Ça a été assez rapide, hein. Le soir, ben, j'étais un peu sonné parce que tu as pris un uppercut, tu n'as plus de boulot, un boulot que j'adorais. Mais dès le lendemain, je me dis, bon, eh ben, écoute, c'est quoi? J'ai pris une feuille blanche et j'ai noté tout ce que je n'avais pas fait sur les 10 dernières années en me disant, ben, vas-y, maintenant, je vais kiffer. Voilà. Mais c'est qu'une question d'état d'esprit, finalement. Est-ce qu'on l'a tous? Je ne sais pas. Mais on peut le travailler, en fait, je Mais pense. écoute, ça me fait penser que c'est vrai que ces derniers temps, moi, enfin, ces dernières années, je rebondis plus vite et que c'est vrai que quand j'y pense, au début où je me suis lancée,
C'était, oh, tu manges un échec, tu te morfonds, et puis, ah, tu trouves une solution. Aujourd'hui, c'est, ouais, comme tu dis, tu te manges un point dans la face, et puis tu te dis, bon, allez, je vais faire ça, 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 ça. Et en fait, tu commences à mon avis, tu câbles ton cerveau autrement. Et tu Mm. commences ça part comme ça en toile d'araignée, tu vois, et tu vois plein de trucs là qui pop, et tu te fais, bon, ben finalement, c'est plutôt comment je vais faire pour tout tester, tous les nouveaux trucs auxquels je viens de penser, plutôt que je suis là à morfondre. Oui, c'est vrai. Je crois que c'est un muscle que tu travailles, en fait, ouais. Ouais. Et je pense que tu vois, en fait, c'est le fait d'oser une première fois, de se dire je vais le tenter, Mhm. et tu le fais. Tu es passé à l'action, tu l'as fait, Mhm. bon, ça marche pas, peu importe. Et ouais, ça crée cette créativité, cette envie de refaire autre chose. Mais je pense pas que ça soit inné. Moi, par exemple, tu vois, j'ai jamais eu ce sens-là. Mes parents, ils étaient pas du tout entrepreneurs ou pas du tout dans la créativité comme ça. Ils n'osaient pas faire des choses spécialement. Mhm. Euh, donc, c'est venu comme ça. Et maintenant, ben, je n'arrête pas d'oser. Je fais. C'est même un problème pour moi. C'est-à-dire que maintenant, quand j'ai une idée, j'ai envie de sauf que je ne peux pas toutes les réaliser parce que j'ai un temps qui est compté et je veux prendre Mhm. soin de ma santé. Donc, tu vois, mon propre ennemi, c'est devenu moi-même finalement, c'est que j'ai trop d'idées à mettre en place. Mais voilà, je me canalise. J'ai ça en tout cas. Ouais, mais c'est pas, je comprends ce que tu veux dire, c'est pas évident. Et puis quand tu parlais tantôt de confiance en soi, bah, ça me rappelle aussi qu'au début, enfin, comme toi, mes parents, c'est pas des indépendants, c'est pas des entrepreneurs, enfin, c'est des salariés normaux. Le restant de ma famille, c'est pareil. Et donc, quand tu te lances, t'es un petit peu comme une petite souris, tu vas, c'est limite, tu m'en dis, enfin, t'oses pas t'afficher, t'as pas du tout confiance en toi. Et puis, parfois, t'es jeune aussi, parce que j'en vois qui entreprennent, ils sont super jeunes, d'ailleurs, ils m'impressionnent. Euh, ben c'est vrai qu'à force, en fait, oui, comme tu dis, à force, tu y vas et tu oses et tu te poses plus de questions plus autant qu'avant. Oui, Ouais, et puis après, tu vois, je pense que quand tu oses, t'es pas tout seul à le faire. Oui, donc tu es tout seul à te lancer, mais quand si tu es bien tu vas rencontrer des personnes qui vont t'aider ouais. spontanément. Quand tu te demandes, les gens, ils t'aident, en fait. Donc, il ne faut pas hésiter à aller ben, rencontrer des nouvelles personnes qui peuvent nous ouvrir un peu les chakras, qui vont nous booster. Voilà, tu vois, et je pense Mhm. que ça, c'est puissant aussi, en fait. Il ne faut pas se dire, je suis tout seul face à tout ça. Euh, on est tous un peu vulnérables, surtout quand on se lance et on découvre, ben voilà. Mais une fois que tu l'as fait une première fois, tu le feras d'autres fois et après, tu auras envie d'aider ceux qui... Qui n'arrive pas, ouais. Mm. Ouais, tout à fait. Quand tu parles de révélation professionnelle, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Et est-ce que pour toi, c'est différent d'une simple reconversion? Ouais, alors ça, c'est. Moi, je dis souvent, je déteste le mot reconversion professionnelle. Je déteste ce mot-là. Parce Pardon. qu'en fait, pour moi, il pue l'échec. En fait, ça Ok. sent. J'assimile reconversion à échec. Je pense que c'est un peu faux. Mais j'ai l'impression que quand on dit ça, on va te recycler Comme un vieux par déchet. défaut. Ouais, tu as un déchet, tu es arrivé au bout de ton cycle et donc on va te reconvertir. Tu subis un peu le truc, tu vois. C'est ce côté, je subis ma reconversion. Voilà, on va te mettre dans une autre voie, t'inquiète pas, hein. On va te recycler, ça ira bien. Alors qu'en fait, j'aime pas ce mot et donc moi je le remplace par révélation. Je me disais, est-ce qu'on pourrait pas remplacer reconversion professionnelle par révélation professionnelle? Parce que la révélation, tu ne la subis pas. La révélation, ça en fait, c'est de trouver un métier qui résonne en toi, qui est aligné avec intrinsèque. Je ne sais pas si on peut dire comme ça. Mhm. Euh, et moi, personnellement, c'est ce que je fais. Tu vois, maintenant, toute ma vie professionnelle est construite autour de ma personnalité et de mes qualités à moi, et de ce que j'aime. Et ce que Mhm. j'aime, c'est l'humain. Donc, j'aime bien rencontrer des gens. Ben, mon job, il reflète actuellement absolument qui je suis. Tu vois. Donc, c'est ça que je veux dire par révélation professionnelle, c'est aller chercher au fond de soi, mais qu'est-ce que j'aime en fait? Tu vois, c'est pas nouveau, je me reconvertis pas, non, j'ai toujours été cette personne-là. Et en plus, je pense qu'on est multicasquette, tu vois. Je veux dire, on n'est pas qu'un truc, on n'est pas qu'un métier. Mhm. On peut aimer plusieurs choses en fait, et on a Oui. plusieurs qualités. Donc, fais un métier dans lequel tu peux exprimer ta personnalité, où tu es vraiment toi-même. Bah, du coup, tu auras moins l'impression de travailler en vrai, parce que tu seras juste toi-même avec ce que tu aimes Mhm. faire. Et je pense que du coup, tu subis moins. Donc, c'est pas tu subis pas, tu choisis en fait d'être Mhm. toi-même dans ce que tu fais, quoi. Du Est-ce coup, que tu c'est parles de... évident? Non. Ah non, non, c'est pas évident, c'est sûr. Bah, c'est un peu comme quand tu es ado et que tu te cherches, que tu essaies de savoir qui tu es. Au final, c'est en faisant des erreurs, encore une fois, que tu as des réponses et que ça te permet d'affiner ta compréhension de toi-même. Du coup, tu parlais de personnalité, tu parlais, je pense, à un moment de valeur. Est-ce que tu as fait un peu de personal branding ou... Parce que ça rejoint un peu
aller savoir qui je suis, quelles sont mes valeurs, pouvoir les mettre en avant, ou pas du tout? Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça personal branding, mais est-ce que j'ai fait la recherche de qui je suis? Ouais. Euh, Philosophie de vie qui est bien établie. Ouais, ça fait 6 7 ans que j'ai fait ce travail, mais je n'ai pas lu de livre où il n'y a personne qui m'en a parlé. Je l'ai fait tout seul, un peu Mhm. spontanément. Un jour, je me suis dit, tu vas lister en fait tout ce qui te rend heureux. Tout ce qui te rend heureux et dont tu as besoin au quotidien euh, pour, euh, pour être, ouais, donc pour être heureux. Et donc, je dois avoir une liste de 7 8 éléments euh, dont j'ai besoin au quotidien pour pouvoir m'exprimer. Mais c'est des choses qui sont toutes simples en fait, hein. Et quand je les ai listées et que j'ai vu ça, je dis, mais en fait, j'ai pas besoin de gagner beaucoup plus d'argent. Je peux vous donner des exemples, ça sera peut-être plus concret. Ouais, j'allais te Euh, demander justement. ben, le sommeil, c'est super important. Donc, Ouais. moi, il me faut bien dormir. Donc, je vais m'assurer que je vais faire mes 8 heures par nuit et éventuellement que je peux faire une sieste. Donc, il me faut un beau matelas. Un matelas, je pense que c'est à la portée de tout le monde. Oui. Donc, je lis beaucoup. Ça me coûte cher un livre. Mais en fait, demain, s'il m'arrive un problème, je ne suis pas obligé de les acheter. Les livres, je peux aller à la bibliothèque municipale, ils sont gratuits. Je Oui, fais ou beaucoup de... avoir une liseuse, c'est aussi moins cher sur une liseuse. Déjà, tu as deux exemples. Après, je prends soin de mon corps, je fais du sport. Donc, j'ai besoin de faire du sport. Je vais dans une salle de sport qui me coûte relativement cher. Mais en Mhm. fait, demain, je peux arrêter d'y aller et je peux faire du sport tout seul, hein. Je peux aller courir, je peux faire mes exercices à la maison. Donc, ça peut me coûter zéro. J'aime bien Mhm. manger. Donc, je m'alimente bien. J'aime bien passer du temps avec mes amis. Et quand tu fais le cumul de tout ça, ben, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas matérialiste, qu'il n'y avait rien qui était lié à l'argent. Mhm. Et ça change beaucoup de choses dans ta philosophie de vie. C'est qu'en fait, j'ai plus besoin d'aller chercher de gagner des 100 et des 1000. Moi, tu peux me donner 10, 15, 20, 30 000 euros, ça ne changera pas qui je suis. En fait, j'aurai toujours besoin des mêmes choses. Donc, je n'ai pas dépensé plus. Donc, tout l'argent que tu me donneras en plus, ben, je m'en servirai, ça m'offrira du temps de liberté, du temps pour faire des choses qui m'animent. Et peut-être que je travaillerai moins. Tu vois, c'est plus ça. Mais donc, ouais, j'ai listé ce qui faisait que j'étais heureux. Et maintenant, mais en fait, je fais en sorte que tous les jours, je puisse remplir ces choses-là. Mais c'est chouette de t'entendre dire tout ça parce que on entend souvent sur LinkedIn, j'ai fait 1 million d'euros, j'ai fait autant. Et des fois, je trouve que c'est assez. Enfin, tu vois, tu as déjà cette pression de réussir. Parfois, ben, tu as un conjoint, il y a des factures à payer, il y a la famille autour. Bon, on sait tous quelles sont les pressions. Tu vois, machin qui part en vacances, on te demande toi où tu vas, tu dis bah, pas forcément quelque part. Et du coup, entendre que voilà, il y a des gens qui sont encore simples, qui se contentent de petites choses de la vie qui sont importantes mais simples, bah, ça fait du bien, ça enlève cette pression de toujours devoir faire du chiffre à tout prix, comme si c'était le seul truc qui compte au monde, quoi. Ouais, mais alors, si je peux rebondir sur ce que tu dis, en fait, Mhm. arrêtons de regarder les autres. Je pense que justement, les Mhm. réseaux sociaux, ils ne nous aident pas à ça. Parce qu'en fait, Non, pas tu veux toujours. toujours plus. En fait, tu Mhm. veux toujours plus consommer, tu veux toujours faire plus de voyages, tu veux Mhm. une maison qui soit toujours plus grande, tu veux une plus belle voiture, tu veux une plus belle montre, En fait, c'est beaucoup de choses qui sont matérielles. Et en fait, si arrêtons de nous comparer aux autres. En fait, qu'est-ce que moi j'ai envie? De quoi j'ai besoin? Si demain, moi, j'aime pas les voitures, ça m'intéresse pas. Mais si j'aimais les voitures, que tu veux t'acheter une belle voiture, c'est ton choix, c'est pas le Mhm. mien, en fait. Et Mhm. je vois beaucoup de gens autour de moi euh, qui sont un peu dans ce délire-là. Donc, ils vont acheter, il faut qu'ils achètent de la bonne voiture, donc ils vont la prendre à crédit. La maison, eh ben, toujours plus. Après, il faut la piscine. Après, il faut une télé qui soit machin. Tu vois, en fait, tu vas toujours dépenser plus, mais ça va pas forcément te rendre plus heureux. Non. Moi, en tout cas, c'est pas ma philosophie à moi. Mhm. Est-ce que je gagne bien ma vie? Ouais. Alors peut-être que c'est peut-être pour ça que je peux me permettre de dire ça, mais pour autant, je dépense pas beaucoup d'argent. Donc, moi, et je suis heureux. Ça me va très bien de ne pas partir en vacances. Ce qui compte, c'est pas tant où je vais, mais c'est avec qui j'y vais. Tu vois. Donc, Oui. j'aime bien faire du sport. Donc, si je peux aller faire une rando à la montagne, j'ai pas besoin de partir 3 semaines aux Maldives. J'en ai rien à faire, en fait. Donc, je vais pas dépenser des sommes astronomiques là où d'autres veulent absolument faire ça pour faire comme tout le monde. Ben, voilà, tu vois. Donc, j'ai pas des besoins qui sont très élevés. Je dépense pas beaucoup d'argent. Voilà, je dépense toujours la même somme, en fait, tu vois. Mais je sais le chiffrer. Et ça, c'est important aussi. Donc, en fait, Oui. ça m'a vachement rassuré sur l'avenir en me disant, bon, mais s'il m'arrive un pépin ou machin et tout, j'ai pas besoin de gagner plus parce que finalement, moi, je ne vais pas changer. Donc, Ouais, voilà, tu quoi. peux prévoir en fait. Bah, tu prévois plus facilement parce que Mhm. j'ai chiffré, j'ai listé toutes ces choses-là. Donc, je pense que c'est important finalement dans le fait d'oser. C'est ça, c'est quel est le risque en fait. Ça, c'est lié à ça, je pense. Mhm, mhm. Ouais, mais tu parlais des réseaux sociaux, mais c'est vrai qu'il ne faut pas se comparer. Après, je trouve que
pour y passer quand même du temps, des fois, c'est difficile de pas être entraîné dans ce tunnel où, tu vois, tu passes pas mal de temps dessus et tu inconsciemment, tu commences à l'être. Moi, des fois, j'aime bien de faire des petits breaks parce que je trouve que ça commence à te polluer là. Tu vois, tu sens que tu commences à être pas bien. Et du coup, j'aime bien, moi, perso, prendre du recul et des fois, je coupe tout et je veux absolument pas toucher à mon téléphone parce que je me dis non, non, il faut que je touche mes deux pieds au sol, tu vois, que je revienne sur terre. Parce que oui, tu vois beaucoup de trucs. Enfin, moi, je le vois plus sur LinkedIn, c'est vraiment, j'ai fait autant. Il y en a, ils postent limite ça tout le temps, mais c'est même pas toujours l'argent non plus, hein. Parfois, c'est d'autres choses, mais parfois, c'est des niveaux de succès où toi, tu aimerais bien arriver et que tu y es pas encore. Et bah, tu finis par parfois te mettre la pression tout seul aussi, hein, mais du coup, c'est bien, parfois, je trouve, de couper. Ouais, mais après, il faut toujours se poser la question de qu'est-ce qu'il y a derrière, non? Le message que la personne donne, elles vont toujours Mhm. donner en fait la partie émergée de l'iceberg, le Mhm. succès, hein, mais ils vont pas te dire toutes les galères qu'ils ont. Et en Ouais. fait, après, tu te dis, ah ouais, je comprends mieux. En fait, la boîte, elle a planté, machin. Mhm. Je pense qu'il faut pas se laisser leurrer. Oui. Sur LinkedIn, c'est beaucoup de communication. Et Mhm. c'est le cas aussi sur Instagram. Moi, je suis très peu sur Mhm. Instagram. J'y vais rapidement pour voir mon entourage, mais tous les pseudo-influenceurs, je les ai enlevés en fait parce que ils veulent me pousser dans faire des choses, ben, je pourrais me laisser influencer. Donc déjà, je passe très peu de temps sur Instagram. Et sur LinkedIn, pareil, j'ai filtré et j'ai enlevé toutes les personnes qui étaient, à mon sens, nocives, toutes celles qui Mhm. étaient dans du toujours plus. Voilà. Moi, je veux des Mhm. personnes sur mon feed d'actualité qui m'amènent de la valeur sur des sujets qui m'animent, sur du contenu, tu Ok. vois, vraiment à valeur ajoutée. Mais Mhm. savoir que tu es la meilleure boîte de l'univers, que tu as levé 10 ou 15 millions d'euros, mais en fait, bon, je m'en fous en fait. C'est bien, hein, mais c'est pas moi ce que je veux faire. Donc, je pense qu'il faut faire attention parce que tu vois, c'est toujours se recentrer sur soi plutôt que de regarder systématiquement ce que font les autres pour aller faire comme eux. Tu vois, Mhm. Mhm. c'est ça la révélation finalement professionnelle, c'est qu'est-ce que toi tu veux, qu'est-ce qui toi t'anime en fait. T'es pas Mhm. obligé de faire comme tout le monde. Il n'y a pas de. Tout à fait. Et puis tu parlais de ça, tu dis on ne sait pas toujours ce qui se passe derrière. Effectivement, on n'a pas toujours les coulisses derrière de la réalité des choses. Et les gens présentent une réalité parfois qui les arrange. Donc ça, faut garder ça à l'esprit aussi, quoi. Ouais, exactement. Est-ce qu'on vit pour avoir un certain nombre de followers ou un nombre Mhm. d'abonnés? Est-ce que c'est ça qui te rend plus heureux? Non. Est-ce que c'est l'argent qui va te rendre plus heureux? Non. C'est prouvé, tu vois, qu'il y a un certain montant où ça ne sert plus à grand-chose. Alors, moi, j'ai pu côtoyer des footballeurs professionnels qui gagnaient des sommes astronomiques. C'est Et je peux vrai? vous dire, ouais, eh ben, j'avais pas envie de vivre, je leur disais, mais comme j'ai pas envie d'être à ta place. Non. Ouais, ouais, c'est sûr, tu gagnes beaucoup d'argent, mais ta vie, c'est un enfer, en fait. Des gens qui sont autour de toi, ils sont fake. Ils sont là juste parce que tu as de l'argent. Mhm. Tu as beaucoup de sollicitations de partout. Et même ta famille, ça devient difficile. Mais en fait, tu vois, je pense que ça m'a aussi. Je me dis, voilà, Ça t'a refroidi? ouais, me refroidi. Bon, déjà, je ne cherchais pas à être multimillionnaire, mais Mhm. tu vois, des fois, on se dit, ouais, ben, eux, ils sont trop heureux. Mais en fait, c'est parce que tu as un sac Chanel, que tu es heureux, Non, pas que du tu roules tout. un Ferrari, tu vois. Donc, bon, moi, personne, ça me. Ouais, j'aime pas ce côté superficiel. Moi, j'aime bien créer des relations profondes avec les gens, même si je ne les vois pas forcément souvent, ça ne me dérange pas. Mais tu vois, c'est à chacun de définir ben, en fait, ce qui l'anime, mais ne nous laissons pas embarquer parce que les autres ils font Mhm, ou ils ont, mhm. on s'en fout. Voilà. Après, ce que je trouve intéressant dans le fait de pouvoir bien gagner ta vie, mais vraiment très bien, c'est que limite, moi j'ai toujours pensé que si tu veux changer le monde, c'est pas au niveau politique que tu le fais, ça c'est, enfin moi j'ai l'impression que ça sert à rien. Mais c'est que si tu as de l'argent, tu peux monter une ASBL, tu peux faire bouger des lignes à ce moment-là. C'est ça que moi je vois avec plus avec l'argent. Tu vois, si tu as le moyen. Il y a des footballeurs, enfin je ne les connais pas tous, je sais pas s'ils font des choses, mais je me dis, bah tu vois, avec tout cet argent, est-ce que tu peux pas mettre en place des initiatives, etc. Un Mais peu. alors, je suis d'accord, hein. Mhm. L'argent, c'est un moyen, mais c'est pas une fin en soi. Non. Et c'est sûr que bah, plus tu en as, plus potentiellement tu peux faire des choses. Donc, Mhm. je dis pas ça. Et en fait, c'est facile de ma position de dire ça. Et il y a plein de gens qui galèrent, qui ont des très Mhm. petits salaires. Et pour eux, c'est compliqué. Ils auraient besoin de gagner plus. Et voilà, ça se justifie en fait. Mhm. Et Ah, que le but n'est pas de gagner toujours plus, finalement. oui, tout à fait. Ça dépend encore une fois de tes besoins. Si tes besoins ils Ouais. sont assez élevés, ben, peut-être qu'il faut que tu gagnes plus, ok. Mais Mhm. qu'est-ce que tu vas en faire de tout ça? Moi, par exemple, l'argent que je gagne, il me sert à gagner du temps de plaisir. Tu vois, Oui, c'est ça, c'est savoir pourquoi tu veux aller chercher Hmm. autant.
pas juste je veux faire 1 million pour faire 1 million, c'est ok, je veux 1 million parce que j'ai prévu de faire ça, ça, ça avec, en fait. Est-ce que tu en as besoin? Tu vois, c'est ça en fait la question, c'est Oui. que euh, pourquoi faire en fait? Et qu'est-ce que tu vas en faire? Moi, c'est les questions que je me pose personnellement. Donc, euh, ouais, plus le temps passe, plus je gagne bien ma vie. Donc, c'est cool, c'est super, hein, mais j'ai pas besoin de gagner autant en vrai. Donc, cet argent-là, il me sert, il me change pas. Je dépense, comme je l'ai dit, Mhm. toujours la même somme. Quasiment tous les mois, c'est lycée. Et donc, l'argent que je gagne en plus, il va me servir à lancer des projets, il va me servir à financer le podcast. Mais tu vois, j'investis sur moi-même en fait et sur du plaisir que je vais prendre. Euh, Ça peut être passer du temps avec mes proches, ça peut être, tu vois, ou me dire que dans quelques années, je prendrai 1 an sabbatique et je vais faire un tour du monde. Voilà, il me sert à ça, en fait. Mais il ne me sert pas à acheter plus. Nous, on vit avec ma femme en dessous de nos moyens, finalement, tu vois. Mhm. Et ça nous va très bien. Mais Mhm. parce qu'on est aligné avec qui on est. Et j'ai pas de frustration parce que je fais ce que j'ai envie de faire, en fait. Voilà. Ouais, t'es relax, c'est cool, franchement, à entendre, c'est top. Tu reçois beaucoup donc tu parlais de ton podcast, tu reçois pas mal de gens, dont des footballeurs, du coup. Ça, j'ai pas encore regardé toutes tes vidéos, hein. Faudra que je m'y mette. Donc, tu reçois beaucoup de témoignages. Quelles sont les 3 phrases, pensées ou signaux qu'on entend systématiquement quand quelqu'un touche le fond ou sent qu'il est plus à sa place? Ouais, alors, il y en a plusieurs. Effectivement, c'est plutôt des signaux faibles, hein. Mhm. Je sais pas si c'est vraiment des phrases, mais d'ailleurs, ces signaux faibles, parfois, c'est des gens qui sont autour de toi qui vont t'en parler. Moi, je me souviens d'une invitée qui m'a dit, d'ailleurs, c'est souvent le cas. C'est souvent une personne qui est au travail ou un proche leur dit, et il y en a une, elle a dit, tu, les yeux brillent plus, en fait. T'es plus là, t'es plus aussi énergique que ce que tu as été. Et ça, c'est un déclic. Ça veut dire que tu t'es un peu éteint, finalement. Donc, Mhm. tu as ce côté-là. Tu vas avoir le côté où tu subis ta vie professionnelle. Tu deviens un peu aigri, finalement, parce que tu es en quête de sens, très frustré, parce que, mais encore une fois, au fond de toi, tu n'es pas vraiment épanoui. Tu es là, mais voilà, tu prends pas de plaisir. Et après, tu as le côté, la routine. Quand la routine, elle a pris le dessus, la routine, elle peut te tuer, quoi, en fait. Donc, tu vois, c'est ces choses-là qui, finalement, je dirais, ces 3 signaux faibles. Quand tu n'as plus voilà, l'œil pétillant, quand tu te lèves le matin et que tu n'as pas forcément envie d'aller au travail, alors ça, c'est un très gros signe. Et sinon, ben voilà, si tu prends aucun plaisir, que tu as l'impression que ta vie, c'est toujours, enfin, ta vie professionnelle, c'est toujours une routine et que tu fais toujours la même chose, ben, peut-être pose-toi des questions. Est-ce que c'est pas le moment de faire autre chose, soit dans la même entreprise, soit ailleurs, en fait. Mhm. Euh, Attends. Du coup, est-ce qu'il y a un conseil que on donne souvent? Non, non, c'était pas ça. Ouais, voilà. Dans ce cas-là, selon toi, quelle est la première chose à faire, donc à part peut-être de se poser la question et d'aller voir ailleurs, pour retrouver du sens ou reprendre la main sur cette situation? Moi, alors, je suis encore une fois, hein, moi, je suis pas donneur de leçons, je suis pas coach, je suis pas un spécialiste du sujet, mais si je devais donner ma vision perso, ça serait plutôt en 3, 4 étapes, tu vois. Ça serait déjà ça rejoint tout ce qu'on vient de dire jusqu'à présent, c'est faire une introspection, finalement. Qu'est-ce qui t'anime vraiment? Qu'est-ce qui te rend heureux tous les jours? Tu vois, ça, je pense que si déjà Mhm. tu fais ça, ça va déjà un petit peu t'aider pour commencer à t'orienter vers quelque chose. Ce que tu as Euh, besoin tous les jours, comme tu disais, ta fameuse liste que tu as fait. par exemple, mais Oui. sûrement il y a d'autres choses en fait. Qu'est-ce qui te plaît? Et deux, si jamais tu trouves pas, parce que tout le monde ne trouve pas aussi facilement et Mhm. c'est un cheminement, sois curieux. En fait, ouvre-toi. Alors, écoute des podcasts comme le tien, comme le mien ou d'autres podcasts. Lis des livres et va rencontrer des personnes. C'est souvent elles qui vont t'ouvrir les yeux sur des sujets que tu n'avais même pas imaginés. Et puis après, je dirais qu'à partir de tout ça, investis sur toi-même. Voilà. Plutôt qu'on disait, on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, c'est une folie. Mais en fait, au lieu de Mhm. passer 1 heure par jour ou 2 heures par jour sur les réseaux sociaux, et passe-y que 10 minutes et fais autre chose de l'1h50, quoi. Essaie de te rendre plus fort sur des sujets qui t'animent. Tu vois, toi et moi, par exemple, on anime un podcast. On n'est pas né, on n'est pas né comme ça. Non. Tu m'as dit que tu étais une introvertie, je suis un introverti. Oui. Ça nous coûte mais on teste, quoi, tu vois, on apprend plein de choses. Donc, investis sur toi-même. Je pense que ça, c'est important. Tu regarderas peut-être un peu moins de séries à la télé, tu verras un peu moins de films, tu verras un peu moins de chiens et de chats sur Instagram, mais potentiellement derrière, tu te rendras plus fort et tu verras qu'en fait, tu peux apprendre plein de choses à n'importe quel âge. Et je dirais qu'après, c'est surtout, écoute la petite voix intérieure.
Souvent, on l'étouffe, en fait, cette petite voix qui remonte, mais en fait, elle nous connaît très bien, parce que c'est notre moi profond. Et souvent, voilà, on lui dit tais-toi, tais-toi, et alors que depuis des années, on avait envie de faire certaines choses, et moi, je l'ai vu avec des invités, il y en a une, tu vois, parce que tu n'as pas besoin forcément d'attendre, d'être aigri pour changer. Des fois, tu peux changer alors que tout se passe bien, hein. Et j'ai une invitée, c'était son cas, elle travaille dans la communication, et elle, depuis longtemps, elle avait trop envie de faire prof des écoles. Et bien un jour, au bout de 10 ans, alors que ça se passait très bien, son boulot, elle aimait bien ses clients, elle aimait bien ses collègues, et ben, elle a switché, ben, elle s'est lancée, elle s'est dit, ben, je vais faire professeur des écoles. Et c'est ce qu'elle a fait. Et elle est hyper épanouie. Voilà, tu vois. Donc, Pour nos amis belges, ouais, professeurs des écoles, je suppose que tu veux dire instituteur. instituteur, Ok, voilà. d'accord, Maîtresse pour être sûr. d'école Ok. pour les plus petits, mais euh, Ah, elle était assistante parlementaire. Et un jour, elle a toujours aimé chanter, mais bon, pour le plaisir, hein. Et elle s'est dit, mais ouais, j'ai envie d'être chanteuse. C'est maintenant ou c'est jamais. Ben voilà, tu vois, elle a tout donné. Elle se dit, je vais pendant un an, je vais essayer d'être chanteuse. Elle est devenue chanteuse professionnelle. Et bien, elle a réussi son pari. Donc, ça, il faut qu'elle fasse un certain nombre de dates. Elle a fait des mariages, elle fait des soirées en entreprise, etc. Mais elle a réussi. Mais tout ça, tu vois, c'est cette petite voix qui était au fond de toi, en fait, mais qu'elle a réussi à écouter. Donc, bah, voilà, tu vois, c'est les premières étapes que je te donnerais si tu voulais retrouver du sens dans ta vie ou dans ton métier, quoi. cette question va peut-être rejoindre un peu ce que tu as déjà dit, mais je me dis que c'est peut-être l'occasion de pouvoir approfondir. Donc, tu parles beaucoup d'oser, mais ça veut dire donc du coup prendre un risque. Cette personne a quitté son boulot pour devenir chanteuse ou professeur des écoles. À part cette petite voix intérieure, comment on sait que c'est le bon moment de se lancer, de sauter? Et est-ce qu'il faut forcément tout lâcher pour pouvoir se réaligner? Bon, déjà, est-ce que c'est le bon moment? Euh, la réponse classique, c'est jamais le bon moment, en fait. Tu auras toujours une bonne excuse pour te dire que c'est pas le bon moment. Les Mhm, enfants, je sais pas, c'est la conjoncture, le salaire. Enfin, tu vas toujours trouver une bonne excuse pour pas le faire. Et moi, j'ai un invité, il m'a donné une magnifique analogie. Il parle de l'analogie de la piscine. Il dit en fait, on attend toujours que la piscine elle soit remplie à ras-bord pour sauter. Mais en fait, elle sera jamais assez remplie, la piscine, par rapport au contexte. Et en même temps, il ne faut pas sauter quand il n'y a pas d'eau dans la piscine, tu vas te faire super mal, hein. ouais. Donc, ça rejoint, est-ce qu'il faut absolument oser? Non, mais oser, ça ne veut pas dire tout lâcher, faire n'importe quoi, hein, attention, hein. Mhm, Donc, il faut que tu sautes avec un minimum de sécurité. Et que, lui disait, il faut que l'eau elle soit à moitié pleine. Mais en fait, moi, je pense que le vrai risque dans tout ça, c'est souvent de ne rien faire et de passer à côté de sa vie. Ça rejoint ce qu'on disait mhm, au début, en fait. Tu as deux vies et la seconde, elle commence quand tu te rends compte que tu n'en as plus qu'une, quoi, tu vois. mhm. Donc, il faut oser, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et en fait, tu peux te tester. Ça, c'est important. Je pense que tu as des moyens, avant de tout plaquer, de tester si ton idée, elle est valable. Tu peux le faire en, comment dire, en side project. Donc, tu peux avoir si tu as un CDI, ben, tu peux te tester en parallèle le soir sur, en mode associatif ou le faire tu vois, faire une petite société. Alors, nous, en France, on appelle ça auto-entrepreneur. Mais tu peux tester, en fait, et tu vas progresser. Tu prends un petit peu de temps. Mais voilà, ne lâche pas tout n'importe comment. Ça c'est être une tête brûlée. Donc non, mais la peur d'oser, par contre, et la peur de sauter dans l'inconnu, elle est normale et elle est saine, en fait. Mhm. C'est normal de se poser la question et d'avoir peur de sauter. Euh, mais par contre, en fait, il n'y aura jamais le moment parfait. Donc si tu l'attends, tu l'auras jamais, hein. Moi, j'y Ouais, crois pas une seconde à ça. ouais, ça, je suis d'accord avec toi. Et j'aime beaucoup cette analogie de la piscine. C'est une belle image. Je trouve ça parle bien. Oups. Et surtout que, tu vois, pour compléter, alors moi je suis en France, j'imagine qu'en Belgique, en Europe de manière générale, la piscine, elle est déjà par principe pour moi à moitié remplie. Parce qu'en France, on a quand même pas mal de chance. On a le chômage pendant un certain temps. On va avoir ce qu'on appelle le CPF, c'est qui va te financer ta formation. En fait, tu cotises en tant que salarié pour financer des formations en plus. Donc, en fait, tu as plein de moyens de te former Mhm. régulièrement et de te dire que ton risque, il est limité. Et encore une fois, ce que je dis, peut-être pas pour 100% des personnes. Il y a des gens qui ont des revenus très faibles, qui ont une famille à charge et pour qui c'est difficile. Donc, peut-être que pour eux, ça, c'est pas adapté, mais il y a beaucoup d'entre nous pour qui ça l'est, en fait, et qui ont la capacité à prendre un petit peu de temps pour s'investir en dehors de leur travail, et plutôt, encore une fois, qu'au regarder des chiens et des chats et de regarder toutes les séries du monde, ben ouais, ben teste, en fait, l'idée que tu pouvais avoir, fais-le en parallèle, et tu verras, en fait, et petit à petit, ça va prendre et ça va te donner confiance. Après, Ça, c'est intermédiaire.
Après, je ne sais pas chez vous en France, mais nous, on a ce qu'on appelle aussi des couveuses d'entreprise, où tu peux tester ton projet et je pense que dans certaines, tu gardes, ou même peut-être toutes, je ne sais pas, parce que j'ai pas tout exploré, mais tu peux garder ton chômage. Donc, tu as toujours ce filet de sécurité où finalement, tu peux tester ton activité pendant un an et demi, hein. Tu as plein de moyens. En fait, tu as plein de Ouais. moyens. Je pense que, encore une fois, dans des pays comme les nôtres, euh, on a des filets de sécurité qui sont déjà là, Mhm. finalement. Et la question à se poser, c'est souvent, mais quel est le risque, en fait quel est le risque? Et en fait, souvent, tu t'imagines que le risque, il est énorme. Mm. En fait, il est tout petit. Ben, au pire des cas, si tu es un peu compétent, tu retrouveras un boulot. Peut-être Mhm. que tu retrouveras un boulot légèrement moins payé, mais en fait, si tu es énergique et déjà que tu as osé te lancer, que tu as appris tout ça, t'inquiète pas, du boulot, tu en retrouveras derrière si jamais ça venait à mal se passer. Donc, en fait, c'est ça. Évalue le risque que tu as à te lancer et évalue le risque aussi, je pense, que tu as à ne pas le faire. Parce qu'en fait, qu'est-ce que tu vas passer à côté de ta vie, quoi. Donc, tu vas quoi? Tu vas donner 15 ans de ta vie à un boulot dans lequel tu t'épanouis pas? On l'a dit, hein, le temps, c'est ta vie. Donc, en fait, Mhm. je donne 15 ans de ma vie à une entreprise dans laquelle j'ai subi, mais si tu vis 60 ans, tu auras passé 25% de ton temps à subir, quoi. Oui, mais tu parlais de le risque à se lancer, que finalement il est tout petit. Ça rejoint une question que je voulais te poser. Changer de voie, c'est souvent vu comme un échec ou une fuite. Et donc c'est peut-être ça qui met la pression à certains, ou peut-être de se dire que s'ils n'y arrivent pas, ça va être perçu comme un échec par l'extérieur. Pourquoi, selon toi, on valorise autant le fait de persévérer dans quelque chose qui, justement, parfois est complètement toxique euh, pour nous? Alors, je crois que déjà, il y a eu pas mal de. Alors, j'ai l'impression que ça a quand même vachement évolué. Jusqu'à il y a pas longtemps, mais nos parents, souvent, ils avaient passé toute leur vie dans la même entité. Ils avaient passé 40, 50 ans au même poste et c'était vachement valorisé. J'ai l'impression que c'est quand même en train de changer. Et Mhm, que maintenant, on a compris que il y a on pouvait changer régulièrement de métier. Moi, dans ma tête, par exemple, je me dis, mais il y a peu de chances que je reste plus de 4 ou 5 ans dans la même entreprise, en fait. Et c'est pas que je sois pas persévérant. Euh, Si tu es persévérant, mais que tu subis et qu'en fait ça te détruit, pour mhm. moi, c'est pas être persévérant, hein, c'est être maso. Pour moi non Tu plus. vois? Donc, euh, moi, je pense qu'il faut être persévérant dans le fait de vivre sa vie au mieux, quoi. Donc, cherche pour toi ce qui va donner du sens. Et là, il faut que tu persévères parce qu'en fait, tu trouveras pas forcément le métier ou le truc du premier coup et c'est normal. Notamment, tu vois, tu le disais tout à l'heure, quand tu sors des études, mais ton premier job, souvent, ben, c'est pas celui, le job passion parce que tu découvres le monde professionnel, tu t'es mis dans une filière souvent par défaut, parce que tes parents ils t'ont un peu incité à la faire. Et donc, tu vas te découvrir au fil du temps. Des fois, ça a 30 ans, des fois, ça a 40 ans, des fois, ça a Mhm, 50 ans. Et même à 40 ans, tu vois, on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire des fois. Donc, moi, je me dis, on a le droit et on doit avoir envie d'explorer plusieurs vies professionnelles, en fait. On est multifacette. Moi, je ne suis Et, pas que entrepreneur ou je ne suis pas que... alors, dans mon métier, je suis directeur des partenaires, mais je ne suis pas que ça, en fait. Donc, il y a plein de choses qui m'animent. Donc, j'ai le droit d'aller explorer à droite à gauche. et puis, je crois que j'ai déjà dit dans d'autres interviews, il y a aussi le fait que quand tu es à l'école, enfin en tout cas en Belgique, moi, à aucun moment on ne m'a dit, mais tu sais, tu peux être entrepreneur, tout ça, on t'en parle pas, on te dit, ah, tu vas faire quoi? Médecin, avocat? Enfin, tu vois, tu as l'impression que c'est toujours les mêmes métiers qui sont mis en avant. Et ce que je trouve triste, c'est que moi, ici, ces dernières années, enfin, ces quelques dernières années, je vois des gens qui font doubleur pour un film ou des trucs, tu vois. Quand tu es petit, on te parle tout le temps de policier, pompier, c'est toujours les mêmes métiers qu'on met en avant, mais c'est ça, c'est tous des métiers où tu dis, mais ouais, en fait, ça existe, et jamais j'ai pensé que j'aurais pu. Et des fois, je me dis, mais en fait, j'ai jamais envisagé ça, je suis peut-être passée à côté de quelque chose. Et ça, je trouve ça dommage. Ouais, mais est-ce que c'est pas normal aussi? Parce qu'en fait, déjà, ça dépend du contexte familial dans lequel tu grandis. Ça dépend des parents, en fait, Mhm, comment ils t'ont ouvert ou pas l'esprit sur les différents mhm, métiers. Donc ça, voilà, chacun, ça, c'est pas évident. Donc tu vas vouloir souvent faire les choix que tes parents, en fait, ils t'ont un peu implicitement donnés, hein. Certains arrivent très tôt à le faire, mais c'est-à-dire qu'ils sont plus matures. Moi, personnellement, c'est pas mon cas. Je pense que j'étais pas assez mature. À 18, 19, 20 ans, je savais vraiment pas ce que j'avais voulu faire, en fait. Donc, j'ai c'est pris les filières difficile. les plus générales. Et pour moi, Mhm, c'est normal, en fait, parce que tu découvres le monde professionnel. Tu peux pas, à 18 ans, trouver le métier le plus spécifique qui te correspond parce que mhm. tu vas évoluer dans la vie, en fait. Moi, celui que j'étais à 20 ans,
je suis plus le même à 30, à 40, et je serai sûrement pas le même à 50. Je vais évoluer et il y a des choses qui me plaisaient avant qui me plaisent plus maintenant, et c'est normal en fait. Donc, tu vois, il faut s'ouvrir et se dire, il faut pas se mettre de barrières. Et souvent aussi, on a Mhm. des barrières un peu inconscientes parce qu'on est le fruit de l'histoire de nos parents et de nos grands-parents, et on a des croyances limitantes, on nous met un peu des injonctions ou des peurs. Mhm. euh, qu'on nous a transmis de manière un peu inconsciente. Moi, par exemple, ma mère, c'était surtout la sécurité, Mhm. la sécurité financière, Ouais. de, la peur la peur d'oser parce qu'en fait, il vaut mieux avoir un job stable, avec des revenus, un CDI, être fonctionnaire éventuellement. Comme ça, en fait, tu as une voie tracée et surtout, prends pas de risques, en fait, parce que, voilà. Mais j'ai réussi petit à petit à le déconstruire et me dire, mais en fait, ouais, c'est peut-être sa vision parce qu'elle a grandi comme ça et qu'elle n'avait pas d'argent et machin. Mais moi, je l'ai franchi ce stade et maintenant, je peux oser parce que j'ai les moyens de le faire et que je vais découvrir des nouveaux métiers. Et si jamais j'ai envie de le faire, je vais me former pour les faire. Alors, il y en a peut-être certains, j'y arriverai jamais, mais il y en a plein pour lesquels je peux le faire, quoi. Mais au moins, tu n'auras aucun regret, tu auras testé. Si, Ouais. si jamais. Tu parlais justement qu'on restait toute une carrière, enfin avant, on faisait toute une carrière dans la même boîte. Aujourd'hui, toi, en l'occurrence, tu changes beaucoup et que c'est beaucoup mieux accepté. Maintenant, j'entends aussi parfois des patrons qui disent, moi, quand je vois un CV de quelqu'un qui a pas fait plus de 3 ans dans une boîte, euh, ça me donne pas trop envie de l'engager parce que je pense qu'il a un agenda caché, que c'est quelqu'un d'un peu instable et qui va s'en aller. Du coup, quelle est ta vision de ce genre de pensée, de réflexion? Parce que engager quelqu'un, ça prend quand même du temps et ça coûte de l'argent. Donc, moi, je peux comprendre leur réflexion derrière, mais du coup. Ben, je la comprends aussi. En fait, un salarié, quand tu l'embauches, ça coûte très cher. Mm. Et s'il reste moins d'un an, en fait, l'investissement, il est Il est pas, perdu. il y est pas. Euh, Après, souvent, en fait, on se met des freins quand on va à un entretien d'embauche sur ces choses-là. Mais qu'est-ce qu'il va penser si j'ai fait que 2 ans, 3 ans dans telle Mhm. boîte, machin? Mais en fait, tout se justifie, hein. Si tu Mhm. l'expliques bien, en fait, c'est ce qu'on appelle le récit de vie. Il y a plein de. Moi, j'ai lu pas mal d'articles sur ça dans Harvard Business Review. C'est comment tu expliques ça, en fait. Qu'est-ce qui le justifie si c'est linéaire et que c'est totalement logique, les gens ils vont le comprendre, hein. Par exemple, moi, j'ai pas de mal à trouver un travail, hein. Et on peut me dire, t'es resté que 2 ans là. Ouais, je dis, ouais, enfin, mais j'ai eu une opportunité ailleurs. Et quand même, quand j'ai été là pendant 2, 3 ans, j'ai apporté beaucoup de choses à cette entreprise, hein. Et, euh, et voilà, est-ce que peut-être que moi, j'ai pas resté 4, 5, 6 ans dans ta boîte. Par contre, quand je serai là, je vais tout te donner. Et vu que j'ai fait plein de choses, je sais pas mal de choses et je peux t'amener des choses que d'autres ne t'amèneront pas. Donc, c'est Mhm. toujours la même chose. Et comment tu amènes, toi, les bons arguments et comment tu l'expliques. Si, en fait, tu te montres comme quelqu'un d'instable qui sait pas ce qu'il veut, clairement, moi, je te prends pas non plus, hein. Mais au contraire, moi, j'aime bien quand il y a. Si c'est quelqu'un qui reste que 1 an ou 6 mois, bon, là, il y a un petit problème. Mais Ouais, c'est pas deux, assez. 3 ans, 4 ans, ça commence quand même, je trouve, à être pas négligeable. Donc, tout s'explique. Comme quand tu as un trou dans un CV, en fait. Tu vois, certains disent, Ouais. putain, je vais faire une année sabbatique hein, où j'ai pris 1 an pour faire ça. Comment ils vont le voir, le prochain employeur? Mais il va très bien le voir, hein, si tu l'expliques bien, il n'y a pas de problème, hein. Au contraire, il va t'envier. Il va te dire, t'es parti 1 an en congé sabbatique. Non, mais la chance que t'as, j'aurais trop aimé faire ça. Tu vois, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ou je me suis arrêté parce que je voulais écrire un livre, ou je sais pas. Mais c'est sûr que si tu as pris 1 an pour manger de la glace sur ton canapé, comme tu disais, là, il y a et que Ouais. tu le dis en plus, là, il y a peut-être un sujet. Mais T'as si tu engraissé veux. Ben Jerry's, mais c'est tout. Exactement. Exactement. Et toi-même, tu agresses Ben Jerry's et toi-même. Mais Oui. si tu l'expliques, si tu t'es clair avec toi, c'est en vrai. Faut être à l'aise, en fait. J'aime bien, je trouve ça très inspirant parce que tu disais que tu étais quelqu'un comme moi, un peu d'introverti. Et quand je te vois aujourd'hui, ta façon de parler, etc., ta manière de rebondir, je trouve ça super inspirant et ça donne de l'espoir, je pense, pour tous les introvertis qui ont parfois du mal à sortir de leur bulle. Parce que c'est pas toujours évident, hein, tu dis ça, il faut bien expliquer, etc. Mais c'est vrai, quand tu l'expliques, tu dis, bah oui, c'est logique, voilà, mais quand tu sais pas, ben, des fois, enfin, l'info, tu la trouves pas toujours comme tu veux. Et de voir cette capacité que tu as à rebondir, je trouve ça magnifique. Après, encore une fois, c'est ta capacité aussi à aller chercher des solutions. Oui. En fait, c'est ta capacité, c'est une préparation, en fait. Mhm. C'est-à-dire que, alors, si on revient sur un entretien d'embauche ou quoi que ce soit, c'est prépare-toi en amont. Mhm. C'est-à-dire que tu sais très bien qu'on va te poser la question, comment tu l'expliqueras? Et d'ailleurs, si tu es le plus honnête possible, il y a aucun sujet, en fait. Moi, Mhm. je suis tout le temps transparent à 100% sur ce que je fais et ça passe bien, en fait. Donc, Mhm. voilà, mais j'arrive préparé.
par contre. Ouais, Je tout pense à que fait. ça compte introverti. Il y a un livre qui est génial sur ça, c'est Le pouvoir extraordinaire des introvertis dans un monde qui par notre force, on peut s'en sortir. Attends, ça a coupé, j'ai pas compris. Tu disais? Il y a un livre qui est très bien, ça s'appelle Le pouvoir des introvertis dans Ouais, un monde qui parle trop. Ah, intéressant. ouais, il est super Je intéressant. connaissais pas. Bah écoute, ça fait un livre de plus dans ma pile. Il faudra que je le lise, franchement. Euh, Est-ce qu'il y a un conseil qu'on donne souvent, même avec bienveillance, et qui est selon toi contre-productif, voire dangereux, dans le fait d'oser ou de vouloir d'avoir une révélation professionnelle? Hum, ouais, t'as c'est pas des conseils, t'es sûr? T'es sûr que c'est le bon moment? Tu vois, en fait, on te dit ça. Souvent, mais souvent, ça rejoint encore une fois, c'est les peurs des autres. Oui. Parce que ça leur fait peur à eux, donc en fait, Mhm. ils se projetent pas dans ce que tu veux faire. Mais c'est pas les tiennes en fait. Donc déjà ça, moi je pense faut être hyper vigilant par rapport à ça. Ou tu en as d'autres qui vont dire, ouais, mais tu mesures pas la chance que tu as déjà, tu vois, tu t'as un super job, tu as un super salaire. Non mais franchement, garde-le, tu vois. Donc eux, ils veulent ton bien hein, quand ils te disent ça parce qu'ils veulent te sécuriser. Mais en fait, déjà, il n'y a que toi qui peux savoir ce qu'il te faut, je pense. Et on a tous le droit d'en avoir marre d'un job hein, qui pourrait plaire à n'importe qui. Hein. Ça me paraît normal. Et puis après, il faut se dire aussi que chacun son timing, chacun son ressenti, et puis personne n'étant vraiment en sécurité. Moi, c'est ce que je me dis, Non. c'est un fait. En Mhm. fait, tu crois que tu es en sécurité, mais tu l'es pas. C'est même quand tu bosses dans un grand groupe maintenant, à tout moment, tu peux sauter. Hein. Alors qu'en fait, avant, c'était hyper linéaire. On appelle ça les signes noirs. Et les signes noirs, c'est ces événements un peu imprévisibles qui arrivent et qui bousculent tout. Et là, ces dernières années, on en a vu beaucoup. Hein. Entre le Oui, Covid, on a l'IA, enfin, il y a plein de choses comme ça. Il y a les guerres. oui, Ben, les guerres. tu l'avais pas vu venir, en fait. Donc, si t'es pas prêt et que tu t'as pas investi sur toi-même, que t'as pas été curieux, ben, là où tu croyais que tu étais stable et que tu étais à l'abri, ben, t'es pas Mhm. prêt, en fait. Et là, tu vas ramasser et là, ça va être très dur. Donc, ouais, investis sur toi en permanence et n'écoute pas forcément ces conseils bienveillants qui se veulent, enfin, qui sont bienveillants hein, parce qu'ils sont dans une Oui, démarche sincère, mais qui peuvent être toxiques pour toi parce qu'en fait, ouais, mais toi, tu as le droit d'avoir une pensée et de savoir, tu as un cheminement intellectuel qui fait que tu veux faire ça pour de bonnes raisons. Euh, oui. et je le vois dans le podcast en général, les personnes qui ont osé, elles ont été très bien accompagnées et très bien soutenues par leurs proches. Tu vois? Ouais, c'est important, Ouais. les proches. Ouais, ouais. Ça fait, je vais pas dire toute la différence, mais ça aide beaucoup d'avoir un soutien sur le côté. Ça, c'est Un sûr. conjoint, un ami, Mhm. et après j'en ai eu quelques-uns, mais souvent c'est les parents qui, eux, comprennent pas. Encore hier, j'ai mangé avec un futur invité de mon podcast, quelqu'un qui est devenu un peu explorateur et conférencier, et il me dit, mais le jour où j'ai tout lâché, où j'ai démissionné, mon père, il m'a dit, mais t'es complètement fou, en fait. Et en fait, non, il n'était pas fou. Et il s'est révélé à lui-même. Sa vie, elle a été transformée. Mais j'en ai plein des cas comme ça. Et ces gens-là, maintenant, mais ils sont contents. Tu vois, et après, les parents ils disaient, ils sont fiers d'eux parce que ça leur faisait peur. C'est normal, ils voulaient le bien de leur enfant. Euh, Mhm. Ils voyaient que leur enfant, il avait un job avec une sécurité, une situation stable, et ça te rassure. Euh, mais c'est pas ce que eux ils voulaient, en fait. Donc, ils ont réussi à switcher, à avoir une autre aventure professionnelle. Et maintenant, ils sont hyper épanouis. Et bien, les parents ils disent, je suis fier de toi. Et là, je veux dire, les enfants, ils ont les poils qui s'hérissent parce qu'ils ont réussi Ouais. à avoir ça, en fait. Et les parents, ils ont reconnu que, ben oui, à cette époque-là, ben, moi, ça me faisait peur pour toi. Mais c'est vrai que moi, mon papa, il est de cette génération où tu faisais toute ta carrière dans le même endroit et voilà. Et c'est vrai que des fois, je suis un peu tracassée. Enfin, on a eu des passages hein, avec le Covid, comme tu dis, les guerres, etc. Et des fois, je vois les salariés, je me disais, bah, c'est vrai, eux, au moins, ils ont cette stabilité, etc. Et mon collaborateur me dit, mais non, en fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, à tout moment, il peut y avoir quelque chose qui fait que tu perds ton job. Hein. Il y a des entreprises, de plus en plus d'ailleurs en ce moment, qui font faillite. Donc en fait, si tu es salarié, du jour au lendemain, tu peux perdre ton boulot. On l'a vu avec la Sabena, on l'a vu avec Caterpillar ici en Belgique. Au final, t'es pas beaucoup plus en sécurité. Tu as juste une régularité sur certaines choses. Et comme tu l'as dit au tout début de cette interview, c'est juste que tu dois pas toi-même aller chercher des clients tous les jours. Mais sinon, Ouais, voilà.
faut se tenir prêt et arriver à sortir en fait des barrières que nous mettent des fois nos parents. Moi, je vois par exemple ma mère, elle est habituée maintenant, mais l'an dernier, quand j'ai démissionné pour changer de poste, quand je dis, en fait, j'ai démissionné, mais elle est au bout de sa vie. Et je sais très bien qu'elle a mal dormir. Alors, je lui dis, j'ai démissionné, volontairement, je lui dis pas que j'ai trouvé un autre boulot et pourquoi je pars. Je lui fais un peu peur. Et après, je lui explique. Mais quand même, elle a du mal parce que pour elle, tu peux pas démissionner d'un travail, en fait. Tu es bien, ça se voit que ça se passe bien, tu entends bien avec tes collègues, tout ça. Mais oui, mais c'est parce que j'ai passé un super moment dans cette entreprise et là, j'ai un super challenge qui se présente à moi. Et en fait, j'ai envie de le faire, quoi. Mais que ça se passe bien ou que ça se passe mal, bon, mais peu importe, je ferai rebondir, t'inquiète pas, tu vois. Mais pour elle, ça lui fait peur. Et donc maintenant, des fois, je fais des trucs, je lui dis moyen, tu vois, parce que ça va trop lui faire peur. Je fais des investissements immobiliers, ben, elle a l'impression que je joue ma vie, tu vois. Alors qu'en fait, non, c'est calculé, je suis pas une tête brûlée. Je prends des risques qui sont toujours mesurés. Je suis dans la sécurité la plus totale, mais pour quelqu'un comme elle, c'est dur. Donc, si je l'écoutais, Tu vas devoir aller avec une boîte de Xanax. Euh, alors, attends. La promesse de son podcast, c'est zéro bullshit, 0% de bullshit, 100% d'action. Est-ce que peux nous partager une conversation à un moment clé qui t'a retourné le cerveau, qui a vraiment marqué ta trajectoire? franchement, il y en a eu plein. Tu veux dire dans le podcast, hein, on est d'accord, hein. Oui. Euh, Dans le podcast, en fait, je crois que toutes les conversations, elles m'ont marqué. En fait, toutes les personnes que j'ai reçues, elles m'ont marqué par une phrase, par un mot. Et c'est pas forcément l'impact, il n'est pas à l'instant T. Mhm. L'impact, il est des fois après, tu vois, 2, 3 jours, 4 jours, 5 jours après, ou quand je revois le podcast quand je suis en train de le monter, et, je me dis, ah ouais, non, mais ça, en fait, c'est hyper fort, hein. Je pense, alors, si je devais en citer une, je ferais référence à, elle s'appelle Laurence Gonzalez, elle est, pareil, elle est conférencière, et elle fait une conférence sur vivre dans un monde incertain, en fait, faire de l'incertitude de ton ami. Et elle me disait, celle qui, j'en ai déjà parlé un petit peu avant, si tu te dis que tout le temps que tu passes dans quelque chose, par exemple, quand tu es en réunion, ben, c'est 15 minutes de réunion, c'est 15 minutes de ta vie, quoi. Est-ce que tu es prêt à consacrer 1 heure de réunion, 1 heure de ta vie pour un temps où tu te fais chier? Ben, tu vois pas les choses pareilles. Après, des fois, je marche et je me dis, est-ce qu'en ce moment, tu gâches pas ta vie ou ces moments-là à faire ça, tu vas faire ce job? Mais c'est hyper intéressant, hein, en termes intellectuels parce que ça te pose la question, est-ce que je suis aligné avec moi-même en ce moment, quoi? Et tu vois, ça, je trouve que c'est hyper marquant de se dire qu'à chaque fois, tu sacrifies. Ta vie, elle a un délai plus ou moins long en fonction du temps où tu vis. Ben, tous les temps que tu passes quelque part, ben, c'est un moment que tu es prêt à consacrer là-dessus, quoi. Donc, Mhm. et on a dit 90 000 heures de notre vie au travail. Donc, est-ce que tu es prêt? Vraiment, il faut se poser la question régulièrement. Alors, c'est pas forcément tous les jours beau et au travail, il y a forcément des contraintes. Mais il Oui. faut que, quand même, la majorité du temps, tu prennes un minimum de plaisir et que tu arrives avec la banane et le sourire. Sinon, c'est que peut-être tu as gâché du temps de vie, comme elle le dit. Et moi, ça m'a beaucoup marqué, tu vois. Et ça me fait penser à un truc que j'avais écrit, c'est comment? Quand tu dis oui à quelque chose, ça veut dire que tu dis non à d'autres choses. Donc au final, est-ce que ce que tu fais le moment-là, le temps que tu gâches ou que voilà, potentiellement, est-ce que tu le gâches? Enfin, c'est pas autre chose de plus intéressant que tu pourrais faire. Enfin voilà, c'est ça la remise en question. Enfin je trouve que ça rejoint cette idée quoi. Ça c'est à peu près la même chose, je dirais. Ouais, c'est tout à fait la même chose. Après, nous nous flagellons pas, hein. Oui, On non, peut faut pas pas non faire, plus se on peut pas flageller. non plus optimiser chaque moment de sa vie pour que ce soit un pur moment de bonheur. C'est pas Non, possible. ça c'est Mais sûr. Ouais. quand je suis engagé dans quelque chose sur du long terme, est-ce Mhm, que je m'y retrouve ou pas? Et des fois, ça limite. Moi, je te le dis, hein, les réseaux sociaux, j'y passe mhm. moins de temps. En fait, est-ce que j'ai vraiment envie de passer 1 heure de ma journée à regarder des gens mettre en avant leur vie, la plus belle vie du monde? Non, en fait, c'est fini. Maintenant, je les limite à un maximum 10 minutes par jour. Mhm. Et pareil, tu vois, je regarde beaucoup moins de séries et beaucoup moins de films qu'avant. J'aime bien, hein, je comprends, hein, que ce soit intéressant, mais en même temps, est-ce que plutôt que de regarder des histoires, est-ce que j'ai pas envie de vivre mon histoire à moi, quoi? Donc, moi, j'aime bien lire et apprendre plein de choses. Donc, ben voilà, j'ai réorganisé mon temps d'une manière totalement différente. Et maintenant, si j'ai pas envie qu'on veut me présenter quelqu'un ou qu'on veut m'inviter à un resto ou faire, je sais pas, une activité et que j'ai pas envie, parce que j'ai autre chose à faire, ben je dis non, hein, non. Je dis plus, ah peut-être Sylvain, on fait une réunion avec des potes, tu voudrais pas venir? Mais non, en fait, non, je viendrai pas. Tu vois, et ça, ils le comprennent, je leur explique, hein, je dis non parce que je préfère faire autre chose et voilà.
Mais c'est avec le temps, avant, je disais oui à tout, je crois. Après, moi, un truc que j'essaie de plus faire, c'est la justification. Moi, j'avais tendance à tout justifier, non, parce que, et ça, c'est un truc que je remarque que beaucoup de gens font, c'est se justifier. Mais au final, t'es pas obligé de rendre des comptes du pourquoi, du comment tout le temps. Parce que parfois, si tu tombes sur quelqu'un bien intentionné, ça va, mais parfois, c'est l'opportunité d'essayer d'aller te faire dire oui quand même, quoi. Ouais, mais parce qu'ils veulent te porter, mais non. En fait, moi Mhm. maintenant, j'ai appris à dire non, je crois. C'est pas Et facile, hein, ça. c'est pas Dire non. facile, mais Ouais. voilà. En fait, pareil, je justifie pas. Tu veux Mhm. venir? Non, je suis pas dispo. Et Mhm. c'est mort, je peux pas. Désolé, je serai pas. Je sais pas. J'ai pas envie de vexer les gens et leur dire que j'ai pas envie de les voir parce que souvent c'est pas le cas. C'est Mhm. juste que j'ai autre chose de planifier ou que j'ai envie de faire autre chose. Et des fois, en fait, c'est même des temps morts parce que j'ai besoin de me reposer aussi. Je dépense beaucoup d'énergie dans beaucoup de choses Mhm. et bah, j'ai des moments sacrés et j'ai envie de rien faire pendant 1 heure, de faire la sieste ou d'avoir un temps calme, comme les enfants. Et ben voilà, je fais ce choix-là parce que j'ai besoin de préserver aussi mon énergie. Ben, de la régénérer, je suis allée donner formation pendant 2 semaines dans une école, c'était super génial, j'ai adoré. Mais c'est vrai que quand je suis rentrée, j'étais rincée. Et je me suis même dit, waouh, être prof quand même. Enfin, je me C'est dis, dur. des fois on se dit, ouais, ils ont leur cours tout bien fait, tu vois, ils vont, ils ont des congés et tout. Mais je me dis, mais en fait, toute la journée, tu parles à des élèves. Quand t'es pas en train de parler aux élèves pendant les pauses, tu parles à d'autres profs. Et en fait, t'es jamais tout seul. Et c'est génial, hein. Moi, j'ai trouvé ça super riche. L'expérience était super. Mais c'est vrai qu'on se rend pas compte à quel point. Bah, après, tu me diras, oui, mais bon, quand tu bosses, mais en fait, c'est peut-être parce que moi, j'ai ce décalage, c'est que je suis dans mon bureau seule et que j'ai l'habitude d'être seule. Et du coup, bah, j'ai passé ces 2 semaines en compagnie de gens très charmants. Mais c'est vrai, quand je suis rentrée, ouais, j'ai eu besoin, comme tu dis, de refaire de l'énergie, de me ressourcer. Ouais, alors, je suis bien placé pour le dire parce que ma femme, elle est prof. Et en fait, elle, elle me le dit, elle a envie vachement le monde de l'entreprise où on peut avoir, tu prends ta pause quand tu as envie, Oui. tu veux boire un café, tu veux discuter de 3 secondes avec un collègue, tu peux. Alors que elle me dit, mais nous, on est toujours en représentation. C'est-à-dire que déjà, tu es rythmé par la sonnerie Ouais. parce que tu as des horaires à respecter. Et donc, ben, Mhm. voilà, il faut que tu sois là, présent, et direct, paf, il faut que tu sois plein d'énergie pour faire passer les messages à tes élèves. Donc, ouais, Mhm. on voit c'est toujours pareil. Tu vois les très bons côtés. Ouais. Ils ont beaucoup de vacances, machin, mais tu vois pas l'autre partie, en fait, celle qui est beaucoup plus compliquée. Donc, en fait, de toute façon, c'est pareil. L'herbe, elle est pas forcément plus verte ailleurs, en fait. Donc, Mhm. et c'est là où c'est pas évident de se dire quels sont les bons côtés, quels sont les mauvais côtés. Tu vois, il y en a partout. Tu vois, quand tu es indépendant, des fois, tu te dis, ah, qu'est-ce que je regrette ma vie de salarié là où j'étais payé à la fin du mois, j'avais mon truc, je pouvais prendre des vacances et tout. Et quand tu es salarié, tu te dis, ah putain, ça me fait chier, j'ai un cadre à respecter, je préférerais être indépendant parce que je serais libre. Mais en fait, Mhm. quand tu es dans l'un, tu regrettes l'autre. Moi, non, je dirais pas que je regrette le salariat, pas du tout. Enfin, peut-être certains éléments, mais des petits, mais pas grand-chose en fait. C'est peut-être le plus la régularité du salaire. Mais quand je vois toutes les contraintes à côté, non. Euh, mais euh, mais oui, comme tu dis, on voit pas parfois les points négatifs de certains jobs et on les idéalise, ça c'est sûr. Oups. Tu vois, par exemple, sur mon thème, moi qui était quand même, et si tu osais, alors la première saison, j'ai beaucoup tourné sur la reconversion professionnelle que je déteste, donc Mhm. la révélation professionnelle. Donc, Révélation. est-ce qu'il vaudrait mieux pas changer de métier et tout ça? Et j'ai pas envie que ça soit une injonction pure au bonheur. Ouais, va chercher le métier passion, mais on n'a pas tous des passions en fait. Et il n'y a aucun job qui sera parfait à 100%. Si tu l'as aidé, Mhm. il n'y a aucun job comme ça. En fait, il y aura toujours des contraintes. Et, euh, et d'ailleurs, il y a un livre là, qui est sorti qui est pas mal, qui s'appelle Stop Chasing Happiness, en fait, parce que si tu chasses absolument le bonheur, ben, c'est le meilleur moyen de jamais le trouver. Donc, voilà, moi, je veux pas dire aux gens, il y a forcément un job parfait dans lequel tout sera le kiff absolu. Non, c'est pas vrai. Mais il y a peut-être des boulots qui te plairont, où tu t'épanouiras un peu plus que d'autres, en fait. Voilà. Donc, Ben, c'est là où les contraintes que ce boulot apporte et là où les trucs tu vas être obligé de faire et qui sont ennuyants, bah, allez, comment expliquer? Tu vas être le plus OK de les faire. Enfin, je veux dire, tu vois, peut-être que tu veux être indépendant, il y a de la comptabilité, bon, t'aimes pas ça, mais ça passe, ça te convient que à côté, tu vas peut-être être, je sais pas, moi, kiné et ça passera pas de parler à des gens. Ben voilà, t'aimeras peut-être. Alors c'est peut-être pas un bon exemple, mais il y a peut-être certains points que tu vas aimer et d'autres pas, mais vraiment, vraiment pas, quoi. Il faut trouver un truc où tu sais que les choses qui vont pas être fun,
c'est corps passable, tu peux vivre avec toute ta carrière. Ouais, c'est ça, c'est la balance entre les bénéfices Mm, mm, et ce qui te fait galérer un petit peu. Et il faut que la balance elle soit quand même largement bénéficiaire pour mhm. que tu prennes du plaisir. Tu n'en prendras pas tous les jours, Maximum. mais Mhm, et ça rejoint ce que je disais avant. En fait, trouve déjà toi ce qui t'anime et quelles sont tes qualités à toi, mhm, quels sont les gros traits de ta personnalité et que tu peux mettre en œuvre dans ton job. Euh, et si tu as ça, je pense que déjà, tu as, quand même fait un grand pas vers l'avant. Tu vois. Et moi, c'est comme ça que je l'ai fait. Je sais que j'aime les gens et j'aime avoir des aventures humaines, rencontrer des nouvelles personnes et tout. Ben, mon métier, c'est responsable des partenariats. Donc, obligé. c'est mon métier, quoi. Donc, je rencontre des gens toute la journée. Mais c'est cool parce que c'est ce que j'aime faire. Donc, c'est pas une contrainte pour moi. Donc, je l'ai construit, ma vie professionnelle, par rapport à certaines qualités Mhm, fondamentales qui m'animent à moi, quoi. mhm. Donc, ton podcast, je le rappelle, mais tout le monde le sait maintenant, c'est Et si tu osais? Euh, mais si tu n'avais pas osé, qu'est-ce que tu crois qu'il se serait passé pour toi et si tu n'avais pas trouvé le courage de bifurquer? Selon toi, tu serais où aujourd'hui? Ouais, je t'ai déjà dit, moi, je vois déjà le passé. Mais en vrai, euh, y a- souvent, tu arrives dans des ronds-points. Et tu as plusieurs voies. Donc, tu as la voie principale, celle qui t'était tracée, mais tu as des voies secondaires. Et très jeune, j'ai rapidement raté les routes principales pour prendre des routes secondaires. Euh, j'aurais pu m'enfermer dans une vie par défaut. Je l'ai dit au début, je voulais réussir dans la vie. J'étais ambitieux. Moi, je m'étais dit que je serais avocat d'affaires. Donc, j'ai fait 6 ans de droit. Après, j'ai fait une grande école de commerce. Donc, j'ai fait quasiment 10 ans d'études pour faire ça. Wow. Donc, ma voie a été tracée, hein, que je m'étais tracée tout seul, attention, hein. Et sur les dernières années, ben, en fait, j'ai switché et finalement, j'ai lancé une entreprise. Alors que j'avais fait quand même 10 ans pour être avocat. Euh, mais où est-ce que je serais? Je serais beaucoup plus riche, hein, certainement, mais je serais sûrement beaucoup moins épanoui parce que je me serais enfermé dans un truc qui n'était pas forcément fait pour moi. Alors, sûrement que j'aurais kiffé en partie, hein, mais j'ai revu des personnes qui étaient avec moi en droit et qui ont fait le parcours que moi j'aurais voulu faire, mais en fait, ils avaient pris 10 ans en 2 ans, quoi. Ouais, alors ils avaient des salaires énormes, hein, pas de problème. Par contre, ben, ils passaient un peu à côté de leur vie. Donc, ils enviaient, moi, le côté un peu créatif, le fait d'avoir lancé une entreprise, d'être sur plein de choses. Et en fait, à plusieurs reprises, quand j'étais jeune, j'ai fait ce virage-là de ben, tant pis, en fait, je prends une route secondaire, je suis parti dans l'entrepreneuriat, bon, ben voilà. Et ça m'était déjà arrivé en école de commerce, j'avais l'occasion de faire tu dois faire un stage au moins d'un an. Et moi, j'avais Renault, qui était une grande entreprise, qui m'avait fait un pont d'or pour que je les rejoigne dans une direction mondiale, là, sur un truc que je maîtrisais. Ben, je leur ai dit non pour aller dans un stage, pour être avec des agents de joueurs de foot, parce que ça m'animait plus, c'est le côté sport. Mais il y en avait un, il me proposait 2 000 € en tant que stagiaire pendant un an, c'était énorme. Et l'autre, il me proposait 500 euros. Bah, j'ai pris celui qui me proposait 500 euros. Renault, ils n'ont jamais compris. Ils me disaient, mais comment J'ai dit, mais en fait, c'est pas une question d'argent, hein. C'est une question bah, ça m'anime plus de faire cette activité, d'aller gérer des joueurs de foot et des joueurs de rugby et autres, alors que c'était pas vraiment dans mon parcours initial, tu vois. Mais voilà, le rond-point, il arrive. Bah, souvent, moi, je prends des routes secondaires. Et en fait, voilà, j'aurais été plus riche financièrement, mais j'aurais été peut-être plus éteint personnellement. Et je suis très content de là où j'en suis. Donc voilà, la vie, elle m'a osé. Le fait d'oser m'a offert plusieurs vies. Euh, voilà, une rencontre en appelle une autre, un projet appelle une autre rencontre, qui appelle un autre projet, et je rebondis de projet en projet, de personne en personne, et je kiffe. Voilà, donc très content. Voilà. Donc prenez les ronds et choisissez voilà, la route qui vous correspond le plus à ce moment-là, quoi. C'est inspirant et c'est très courageux parce qu'on n'ose pas toujours et avec les influences extérieures à faire tout ça. Donc, ouais, c'est courageux quand même. Et oui. Ouais, ben après, je sais pas, ça a été assez instinctif, j'ai envie de dire. J'ai quand même fait 9 ans d'études. Mes parents, ils sont conciliants parce que ils m'ont aidé à financer ces études. Ils m'ont jamais dit non. Ils ont fait le max pour que je puisse faire ces choses-là. Et à chaque fois, je revenais avec un nouveau truc pour continuer dans les études. J'étais étudiant professionnel. Euh, et quand je me suis lancé en tant qu'entrepreneur, ben voilà, je vous l'ai dit, hein, pendant 5 ans, j'ai pas bien gagné ma vie du tout financièrement, hein. Je gagnais, je vous le dis, 700, au maximum 1 400 € par mois, alors que je travaillais peut-être 100 heures par semaine. Si j'avais fait des choix autres et que j'avais respecté ce que je faisais, ben, j'aurais peut-être gagné 5, 6, 7 fois plus, quoi. Donc, ben, ça ne me dérange pas. Ça m'a transformé comme personne et je suis hyper heureux. Voilà.
Ouais, ça se voit. Et c'est vrai que tu as de la chance parce que c'est vrai que tous les parents auraient pas, auraient pas accepté. C'est vrai que je connais enfin, j'ai eu des retours d'expérience de gens où tu as 18 ans, c'est à la rue et tu te débrouilles, quoi. Mm. C'est vrai que quand tu as des parents soutenants derrière, c'est une vraie chance. Ouais, et après, encore une fois, ils me sont soutenus, mais parce que j'avais des résultats. C'est-à-dire que Mhm. c'est pareil, c'est comme un employeur, hein. Il fallait que je Ouais. justifie pourquoi je voulais faire ça. Il fallait que je l'explique, et que dans ma tête, à ce moment-là, c'était très clair. Quand je voulais faire mes études de droit, voilà, j'ai fait les 5 6 ans d'études en droit. Systématiquement, la voie a été tracée et je justifiais bien qu'il fallait faire ça. Et quand en plus, à la fin de tout ça, alors que j'avais fini mon cursus, j'ai dit non, mais en fait, il faudrait que je fasse en plus une école de commerce pour avoir le CV parfait. Ben, tu sais, quand tu as déjà fait 6 ans d'études, logiquement, tu vas chercher un travail, hein, mon fils. Mhm. Non, ils ont quand même accepté parce que je pense que je l'ai bien amené et que Ils c'était voyaient que tu cohérent. étais motivé, à mon avis. Ils voyaient que tu étais Mm. motivé. Et c'était cohérent. En fait, non, mais c'était Mhm. totalement cohérent. Et en Mhm. même temps, tu vois, j'ai peut-être passé 10 ans d'études, c'était beaucoup trop. Mais en même temps, ça m'a donné. J'ai jamais fait juriste ni avocat. Par contre, j'ai gardé la culture juridique et la méthode. Donc, ça m'a appris beaucoup de choses. Et pareil sur l'école de commerce, j'ai appris d'autres choses et qui m'ont donné de la théorie que je peux mettre encore en pratique aujourd'hui. Donc, j'ai peut-être perdu du temps au départ, mais je l'ai vite rattrapé après, quoi. Oui, oui, c'est ça. Tu disais au début de l'interview, je pensais à ça. C'est vrai que quand on fait une reconversion, tu disais, on a l'impression d'être un vieux déchet qu'on jette et limite tout ce qui va avec, que la révélation professionnelle. Mais c'est vrai que c'est plus dans l'idée où bah, tu as une révélation, mais tout ce que tu as acquis en amont, bah, c'est toujours valable aujourd'hui et tu peux t'en servir. Moi, c'est vrai que j'ai fait des trucs dans le passé qui me servent encore aujourd'hui, même si je travaille plus là-dedans. Et en fait, je pense que toutes les expériences que tu as, elles te construisent et qu'elles t'aident. Mais Ouais, n'importe lesquelles, même tout des à fait. jobs étudiants, Ouais, euh, ouais. des trucs que tu penses qu'ils n'ont aucun rapport, mais ils ont totalement rapport parce qu'ils t'ont appris Mhm. plein de choses. Moi, j'ai fait mon premier job, j'ai bossé pour General Motors, c'était au service client. En fait, je devais gérer tous les problèmes que la clientèle avait. Ils avaient une panne de moteur, dès qu'un client Opel avait un problème, ils appelaient. Donc moi, en fait, toute la journée, je me faisais engueuler au téléphone. Euh, C'est c'est dur, génial. hein? Mais en fait, c'est hyper formateur parce Oui, que oui. quand tu te fais engueuler et que les gens ils te mettent la pression parce que pour eux, c'est important, ils ont un moteur qui a changé, qui coûte 6 ou 10 000 balles et qu'en fait, ils n'ont pas l'argent pour le payer et qu'ils estiment que c'est la faute du constructeur parce qu'il y a un problème et que tu dois leur dire non et leur expliquer que tu es jeune, ben, c'est hyper formateur parce que toute la journée, tu entends quelqu'un, tu sais que quand tu vas décrocher, il y a forcément un problème à régler, quoi, tu vois? Donc, c'était pas ce que je voulais faire dans ma carrière, mais encore aujourd'hui, ben, je sais gérer des gens qui sont énervés au téléphone ou qui viennent parce qu'ils ont un problème, tu vois. Donc, ça me fait pas peur. Mais après, tu apprends à plus prendre les choses directement, personnellement. Tu vois, des fois, il se passe des trucs et puis moi, on m'a déjà dit, ouais, mais enfin, c'était personnel ou enfin et je dis mais non en fait dans cette situation-là ça n'avait rien de personnel enfin ou je ne le prends pas de façon personnelle parce que tu te rends compte que mais je parle pas forcément dans le boulot hein, ça peut être dehors dans des situations enfin j'ai pas d'exemple comme ça mais en fait des fois on prend les choses fort à cœur et puis en fait non des fois c'est pas personnel contre la personne c'est juste que celui en face a un problème. Tu disais, parfois, on ramène ses problèmes à la maison et on s'en prend à son conjoint. C'est la même chose. Des fois, les gens ont des problèmes dans leur vie et malheureusement, ça te tombe dessus. Et c'est formateur parce que tu apprends à faire ce pas de recul et qui te permet d'avoir une toute autre, parfois, réaction. C'est pas toujours facile à avoir, mais une toute autre réaction et d'avoir une issue différente au problème que si tu t'étais rentré dans le problème, enfin, tu t'étais énervé sur la personne et que tu avais pris le truc de front, quoi. Ouais, mais en tout cas, voilà, Mhm. moi, ma synthèse, ça serait tout ce que tu vas faire, tout ce que tu as vécu, ça va te Mhm. servir, en fait. Ouais. Et serre-toi-en de la bonne manière. Voilà, ne Mhm. ressasse pas le passé, mais serre-toi-en pour faire une projection positive sur l'avenir, en fait. Mhm. Tout à fait, tout à fait. On arrive à la fin de cette interview et on est dans la phase 3, carte rouge ou arme secrète. Oh, La carte rouge, oui, c'est la surprise de fin d'interview. T'inquiète, tu vas survivre. Carte rouge, c'est un coup de pelle dans les idées reçues et arme secrète, c'est un hack tout droit sorti de ton labo et que tu as rarement partagé. alors, vas-y, redis-moi, là, qu'est-ce qu'il faut que je te donne d'abord? Donc, carte rouge, c'est un coup de pelle dans les idées reçues ou alors tu choisis arme secrète et ça, c'est un hack tout droit sorti de ton labo et que Bah, tu n'as jamais partagé. je te donne le hack. Le hack. Voilà, ouais, allons faire un tour dans le labo. Qu'est-ce que tu aurais aimé entendre à 25 ans sur le travail ou la réussite professionnelle?
Euh, Qu'est-ce que j'aurais aimé entendre à 25 ans? Bah, que tu es capable de tout. En fait, fais un truc qui te fait vraiment plaisir et ça va le faire, en fait. Donne le meilleur. Euh, Donne tout pour être le meilleur dans quelque chose que tu aimes. Et en fait, derrière, tout va suivre. C'est sûr et certain. Parce que tu vas devenir une machine de guerre. Machine de guerre. Oui, ou une arme de destruction massive. J'aime bien, tes- j'aime bien ta mentalité très positive, très... Et c'est vrai, je le pense, en fait. Donne-toi à fond sur quelque chose que tu kiffes, mais tu risques rien, hein. Ça va bien se passer, hein. Et crois en toi, ça va le faire, hein. Mon autre question, c'était, enfin, que j'aurais pu te poser, c'est est-ce que tu as une routine, un test ou une question pivot pour savoir si tu es bien aligné? Mais j'ai envie de dire, toi, je crois que tu regardes une vidéo de chat sur Instagram tous les jours. Non, non, Parce que tu es toujours, je te trouve très rayonnant, très, très heureux. Et d'ailleurs, bah, c'est peut-être aussi la preuve que tu es épanoui dans ton boulot, comme tu le dis depuis toute ouais, l'interview, en fait. ouais, dans mes boulots, j'ai Agréable. plein de projets. En fait, par exemple, tu vois, une de mes armes secrètes, c'est ça. C'est-à-dire que je me suis dit, vas-y, gère-toi comme une entreprise et diversifie-toi. Il ne Mhm. faut pas que tu comptes que sur. Je ne compte pas que sur les revenus de mon entreprise, par exemple. Mhm. Mhm. Parce que si c'est ça, je vais être un peu euh, enfermé et contraint et j'aurai la pression de réussir. Tu vois? Mhm. Donc, c'est ça qui fait aussi la recette. Moi, j'essaie d'avoir toujours plusieurs projets en parallèle. Comme ça, en fait, je Mhm. m'ennuie jamais. Quand je suis sur le projet A, c'est comment ça m'ennuie, mais je mets sur le projet B. Et après le projet B, je passe sur le projet C. Tu vois, j'en ai toujours trois, quatre en même temps. Mais le podcast, ça en fait partie, qui vont me nourrir intellectuellement, qui vont m'alimenter et qui, en fait, finalement, me permettent déjà de créer des opportunités pour plus tard. Mais je ne sais pas encore lesquelles. Comment tu arrives à gérer 3-4 projets comme ça de front? Des fois, tu te sens pas un peu noyé dans tout ça ou... L'organisation, je l'ai dit, j'ai perdu 5 ans, enfin j'ai passé 5 ans à fond sur mon entreprise, mais en fait, ouais, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Ça a été transformateur parce que maintenant, je fais très vite quelque chose que d'autres prendraient beaucoup de temps à faire. Et Mhm. ce que j'ai tendance à dire à mes employeurs, ouais, tu vas me payer cher. Tu vas payer cher, pas pour le temps que je vais passer à faire ton truc, mais c'est pour tout le temps que j'ai passé avant pour te le rendre efficace maintenant, tu vois. L'expérience, ouais. Ouais, et donc maintenant, je suis hyper organisé et voilà, je peux faire plusieurs projets en parallèle sans que ça entache l'efficacité sur les différents trucs. Et si tu m'enlèves ça, ben, je serai plus efficace parce qu'en fait, j'aurai l'impression d'être que sur un truc et je vais me noyer. Et je vais tourner en rond. Et non, il faut que j'aille chercher des bulles d'oxygène ailleurs. Le podcast, ça en est une bulle d'oxygène. Est-ce qu'on pourrait peut-être dire que tu es hyperactif? Non, tout le monde me dit Potentiellement, ça, mais je ne crois pas que c'est ça vrai? soit le cas. En fait, mon manager, il me dit ça tout le temps. Il me dit, de toute façon, tu es hyperactif, tu ne vas jamais te poser. Mais non, c'est faux. Euh, c'est faux. Moi, j'aime bien. Je sais rien faire, en fait. Non, je Euh, sais pas, je pose la question parce que je connais d'autres personnes un peu dans ce profil-là et on me disait, ouais, mais tu te rends compte, il fait parfois deux trucs en même temps, il doit pas être très efficace. Je dis, mais en fait, non, c'est une erreur. Parce qu'en fait, il y a des profils, je pense que s'ils sont pas sur deux choses en même temps, ils s'ennuient. Ils s'ennuient tellement, comme tu disais tout à l'heure, et c'est ça que ça m'a popé dans la tête. Je me dis, ils s'ennuient tellement qu'ils sont plus concentrés sur ce qu'ils font. Donc, ils ont besoin de ça, en fait. alors, ouais, alors, comment dire? Attention, il faut être hyper focus. Moi, quand je fais un truc, je le fais à fond. Quand je suis à mon travail, je suis à mon travail. Je suis pas sur mon Mhm. podcast. Quand je suis sur mon podcast, je suis sur mon podcast. Par Ouais, contre, voilà, je me donne à fond sur le temps que j'ai donné tu vois. Mais ouais. pour autant, en fait, faut pas saturer mentalement. Mhm. Donc, il faut faire des bulles où tu décompresses. Je peux pas être 100% Tout à le fond tout temps. le temps. Ce n'est pas possible. Mhm. Il faut gérer mon énergie. Il faut que je dorme bien. Il faut que Oui. j'essaie de faire la sieste. Moi, j'ai trouvé un truc qui est génial. Ma compagne, elle a pris un chien. Moi, j'étais pas fan des chiens, mais en vrai, je dis, ma principale source d'inspiration, c'est la chienne, en fait, parce qu'elle m'oblige à sortir une ou deux fois par jour, 1 heure, et je pars, je prends pas le téléphone. Donc, et c'est là où j'ai les meilleures idées. Je pars, j'ai plein de trucs en tête et je n'arrive pas à trouver une solution. Je reviens, T'en as une. ben, j'ai deux, trois idées, paf, paf, je les note. Donc, en fait, tu vois, la décompression et le relâchement, il permet de favoriser. C'est vrai que souvent, on veut se rassurer en travaillant beaucoup, en faisant plein de choses. Moi, j'ai compris maintenant qu'en fait, des fois, quand j'arrive au bout et que je n'arrive plus à réfléchir, ben, je m'arrête. Soit je fais autre chose, soit je fais plus rien. Et je vais lire parce que c'est plus le moment et que je n'ai plus l'énergie mentale de créer. Voilà. Donc, je me Tout à relâche. fait. Tout à fait. Bah, écoute, Sylvain, merci en tout cas pour toutes ces, comment dire, ces inspirations, pour cet échange, pour tout ce que tu nous as apporté. C'était vraiment très riche, très intéressant. Et bah, on te retrouve sur ton podcast de Oser. J'ai eu un bug de vendredi. Oser passer à l'action. Je vais y arriver. Et si tu osais?
Oh là là. Ouais, osez. En fait, vous pouvez Ouais. écouter le podcast, vous Ouais. pouvez ne pas l'écouter, ça me dérange pas. Juste, ben voilà, si vous avez quelque chose en tête, osez le faire en fait, mais nécessaire. Mais allez-y, foncez quoi, croyez en vous, ça va le faire. Et merci Aline de m'avoir reçu. Avec plaisir. Et de toute façon, je remets le lien ici en dessous de la vidéo. Donc, si vous voulez aller voir, c'est super intéressant. Et moi, j'aimerais bien continuer aussi parce que j'avais commencé ta vidéo avec la dernière que tu avais sortie avec un monsieur qui expliquait qu'il s'était retrouvé du jour au lendemain à ne plus savoir, à ne plus avoir rien à faire pendant le Covid et qu'il s'était senti un peu perdu. Et Euh, je trouvais ça super inspirant, mais je ne sais plus son nom. Celui qui est parti faire un tour du monde? Oui, qui a fait un documentaire. Oui, Ouais, j'étais ouais, partie ok, ouais, là-dessus et ouais. c'était Ouais, très, très regardez-le, ouais. intéressant. Ouais. Ben, comme quoi, tu peux avoir il disait une ça enregistre encore là? Non, ça enregistre plus. Oui, oui. Si. Il disait que, en fait, lui, à la sortie de l'école, en fait, comme quoi il n'y a pas d'âge, ben, il avait déjà plus de sens. En fait, le Covid, il savait plus ce qu'il avait envie de faire. Il avait 23, 24 ans. Et ça, ouais, c'est ça qui est cool, c'est qu'en fait, on se dit, ça peut arriver n'importe quand. Alors lui, il a été hyper précoce dans sa tête et il est parti faire un voyage initiatique sur 4 continents, 6 ou 7 pays pour essayer de comprendre la notion de l'échec dans les Oui, autres c'était cultures. ça. Ouais. Et en fait, finalement, on se rend compte quand on voit son documentaire que au-delà de la notion d'échec, c'est lui-même, il apprend à se découvrir et à voir qu'il peut avoir confiance en lui, en fait, et c'est transformateur. Et d'ailleurs, je, là, j'ai beaucoup insisté sur la partie la vie professionnelle, mais je pense qu'en fait, ça ne se joue pas que là. C'est-à-dire que si tu peux Mhm. avoir un projet perso qui t'anime, ben là, je vais un peu tourner autour de ça sur la saison 2. Je vais inviter des gens qui ont fait des tours du monde en famille, des personnes qui ont fait, je sais pas moi, un marathon, un petit projet qui est pas beaucoup pour d'autres, mais qui est beaucoup pour vous. Euh, mais voilà, faites-le. Il n'y a pas que le monde pro. Il y a aussi le monde privé et ça ne demande pas forcément des moyens, ça demande juste de l'engagement en termes de temps, je pense. Ok. Bah, écoute, merci Sylvain et allez voir son podcast, enfin, ou l'écouter, les deux, hein, il y a les deux formats et voilà, et peut-être qui sait, une prochaine fois sur la chaîne. Avec plaisir, je suis dispo. Merci Aline.